Et les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16 h. Le petit Douy, 8 ans, et son père qui l'avait enlevé dans les Côtes-d'Armor ont été retrouvés vivants et en bonne santé selon une source judiciaire à BFM TV. Une alerte enlèvement avait été activée ce matin. À la une également, ce troisième samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire, des rassemblements à Paris, mais également dans plusieurs villes de région. Quelques 160 000 personnes attendues aujourd'hui. Nous suivons ces manifestations avec nos reporters sur place et nos invités en plateau. La Martinique est reconfinée depuis hier soir pour 3 semaines. Reconfinement partiel et couvre-feu pour la Réunion. Les hôpitaux ont du mal à faire face à cette nouvelle vague très virulente. 3 patients doivent être transférés de Martinique vers Paris ce samedi. Et puis ce bilan, 19, c'est le compteur des médailles françaises aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il continue de progresser tranquillement. La plus emblématique aujourd'hui, c'était forcément ce titre olympique en judo par équipe mixte. L'or remporté face aux redoutés japonais à domicile. On commence donc avec la fin de cette alerte enlèvement après la disparition de Douy, 8 ans. Ce petit garçon enlevé par son père à Lannion dans les Côtes-d'Armor. Nargis Hadji, vous êtes sur place pour BFM TV. Nargis, l'enfant et son père ont été retrouvés sains et saufs par les gendarmes. Exactement, ils ont été retrouvés il y a quelques minutes. J'ai discuté avec le maire de la commune de Lannion, Paul Lebihan, qui me disait bien que la police avait donc retrouvé le petit Douy en bonne santé, ainsi que son père. Alors pour le moment, le père devrait être placé en garde à vue. Les hommes ont été retrouvés, les 2 hommes, grâce à un important dispositif. On le rappelle, des policiers ont été mobilisés, 50 gendarmes du groupement des Côtes-d'Armor aussi, ainsi qu'un hélicoptère du groupe, qui était présent de manière ponctuelle, et une équipe de cynophiles. Pour rappel, le petit Douy avait donc été enlevé hier, ici, à 11h15 par son papa, aux alentours donc de 11h15, dans le cadre d'un droit de visite surveillée. Merci Nargis Hadji pour ces dernières précisions. Et donc c'est cet enfant de 8 ans, son père retrouvé vivant. Guillaume Fard, consultant en sécurité BFM TV, toujours avec nous. Cette recherche, vous le disiez tout à l'heure, finalement ça a été rapide, comme souvent. Oui, c'est souvent une affaire d'heures, plus rarement de dizaines d'heures et quasiment jamais de jours. On retrouve très très vite. Ça a une quinzaine d'années, le dispositif alerte enlèvement. Ça permet de faire converger très rapidement des signalements et surtout de compliquer aussi la fuite d'un éventuel ravisseur. Ça permet de retrouver les enfants dans un laps de temps très court et ça n'a pas fait exception aujourd'hui. C'est-à-dire que l'alerte a été déclenchée ce matin et en milieu d'après-midi, le père et l'enfant sont retrouvés. Et c'est un dispositif qui vise surtout à protéger les enfants. Et là, il a encore montré son efficacité puisque ce petit garçon a pu être retrouvé. Il est vivant et en bonne santé. Exactement. Et quant au père, il est placé en garde à vue. Merci beaucoup Guillaume. On reviendra bien évidemment sur cette information. Donc, fin de l'alerte enlèvement, le petit garçon Douy, âgé de 8 ans, qui a été retrouvé en bonne santé avec son père par les gendarmes. Nous serons dans quelques minutes avec le maire de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. On parle également ce samedi de ces manifestations, un 3e samedi consécutif pour les opposants au pass sanitaire. Des manifestations qui ont lieu à Paris et dans des dizaines de villes de France. Nous suivons ces mobilisations avec nos reporters et nos invités en plateau. On va aller tout de suite à Paris, Fanny, dans l'un des cortèges. On prend la direction de ce premier cortège qui est parti du métro Villiers en direction de la place de la Bastille avec notre reporter qui progresse petit à petit vers cette destination. Un cortège majoritairement, on l'a vu surtout en début, composé de membres des Gilets jaunes et qui donc a aujourd'hui son mot à dire sur cette question du pass sanitaire également. Oui, exactement. Des Gilets jaunes qui composent en majorité ce cortège, puisque ce sont ceux qui ont appelé à la manifestation. Mais on a vu aussi d'autres professions, d'autres profils, des soignants, des retraités, qui partagent aussi le même point de vue, c'est-à-dire cette colère contre les mesures sanitaires qui ont été annoncées par le gouvernement, l'extension du pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants. Pour eux, c'est une nouvelle atteinte, un nouveau palier qui a été franchi par le gouvernement en termes d'atteinte à la liberté. C'est pour cela que ces manifestants sont encore présents aujourd'hui dans les rues comme les semaines précédentes. Les autorités s'attendaient à ce qu'il y ait autant de monde en fait que la semaine dernière. C'est le cas. C'est un cortège qui progresse lentement, qu'il faut tempérer parce qu'il y a beaucoup de monde et les effectifs des forces de l'ordre sont adaptés à ce monde qu'il y a dans la rue. Beaucoup de forces de l'ordre qui sont présents en amont du cortège, mais aussi sur toutes les rues, sur toutes les rues qui sont à proximité de cette rue principale pour empêcher des tentatives
de manifestations sauvages, ce qui a pu être le cas, mais pour le moment tout se déroule très bien. Le cortège poursuit sa progression jusqu'à la place de la Bastille. Et on parle de ces manifestations avec nos invités également au plateau. On accueille Bruno Fuchs, bonjour, député Modem du Haut-Rhin, et Julien Audoul, bonjour, membre politique du bureau politique du Rassemblement national. Bruno Fuchs, tout d'abord, est-ce que, selon vous, on voit ces manifestations, est-ce qu'il est encore possible de convaincre toutes ces personnes qui sont à la fois opposées au pass sanitaire ou encore pour d'autres à la vaccination en général? Le pass sanitaire, c'est une poche de liberté entre la vaccination et puis le confinement. S'il n'y a pas ce pass sanitaire, on va reconfiner. Regardez la Martinique, regardez la Réunion, regardez des tas d'endroits où le taux d'incidence et donc le nombre de personnes hospitalisées est important. Donc il faut comprendre que le pass sanitaire, c'est une poche de liberté. C'est la bouée de sauvetage de l'été, dit Gabriel Attal cette semaine. Ceux qui ne de la formule. Ensuite, je comprends très bien que face à la vaccination, on se préoccupe, on s'interroge. C'est pas naturel de se faire vacciner, bien évidemment. Mais les personnes qui manifestent là, est-ce qu'elles auront dans leur vie rencontré la tuberculose, la diphtérie, la polio, le tétanos? Non, parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est une grande partie de l'histoire de la vaccination. L'espérance de vie a doublé. On était à 35 ans, on est à 72 ans aujourd'hui dans le monde, en grande partie, ou en tout cas en partie, par les questions de vaccination. Donc il faut comprendre que le progrès, c'est la vaccination. Après, c'est les conditions dans lesquelles on fait, et c'est les questions qu'il pose. Moi, je comprends qu'on puisse manifester. Dans cette manifestation, quand même, manifester et s'interroger, ça me paraît très bien. Et donc il faut continuer à discuter, à comprendre pourquoi certains s'interrogent et doutent encore. Dans le cortège, je vois, il y a quand même une grande partie de gens qui s'agrègent, c'est assez hétéroclite, hein, avec des gens de partis politiques, avec des gilets jaunes, etc. Donc les manifestations, ou en tout cas l'intérêt, les motivations de ces manifestants sont extrêmement variées. C'est ça qu'il faut voir. Mais pour les personnes sincères qui sont là et qui s'interrogent, effectivement, ça me paraît légitime de s'interroger. Ma réponse, c'est bien sûr qu'il faut se faire vacciner. Mais l'interrogation est légitime. Cette agrégation des profils, on va le voir sur cette carte qui montre les 4 manifestations autorisées aujourd'hui dans Paris. On a vu les images de celle qui est partie de Métro-Villiers en direction de Bastille, organisée notamment par un collectif de Gilets jaunes. Et puis il y a aussi cette manifestation entre Montparnasse et Place de Fontenoy à l'initiative de Florian Philippot. Julien Audoul, qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations pour le 3e samedi consécutif avec ce mot d'ordre finalement commun, quel que soit des populations présentes dans ces cortèges, le pass sanitaire, non au pass sanitaire? Vous parlez des manifestations parisiennes, il faut aussi parler des manifestations dans toute la France. Évidemment, et qui rassemblent d'ailleurs plus de monde, qui rassemblent plus de monde que les semaines passées. Ça doit interpeller parce que nous sommes à la fin du mois de juillet. Qu'un mouvement arrive à rassembler du monde, à rassembler toutes les catégories sociales, des gens qui viennent d'horizons très différents, qui ne sont pas, comme l'a dit Bruno Fuchs, principalement politisés. Ce sont des Français sincères qui ont des doutes. Et en démocratie, le doute, il est légitime. On a le droit d'avoir des doutes en démocratie. Et la majorité de ces Français qui manifestent ne sont pas anti-vaccination. Ce ne sont pas des anti-vax primaires. Ce sont des gens, d'ailleurs pour la plupart, qui sont soit pro-vaccin en général, soit qui sont peut-être vaccinés contre la Covid, mais qui s'interrogent d'une part sur ce vaccin, mais d'autre part sur les reculs des libertés individuelles et sur ce pass sanitaire, puisque c'est finalement la politique gouvernementale axée sur ce pass sanitaire qui restreint les libertés individuelles, qui focalise, en tout cas, qui génère cette opposition et ces manifestations. Donc il ne faut pas caricaturer, il faut entendre, il faut respecter les Français qui manifestent, il ne faut pas les insulter. Moi j'entends beaucoup de violence et beaucoup de brutalité de la part du gouvernement. Quand vous avez Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui traite les Français qui manifestent de clubs de losers. Mais excusez-moi, mais à un moment donné, il faut un peu raison garder, il faut respecter les Français, il faut comprendre leurs doutes, il faut comprendre aussi que les atermoiements, les reniements du gouvernement engendrent aussi des angoisses, engendrent de l'incompréhension et quelquefois de la colère. Parce que quand vous avez le Premier ministre le 21 juillet qui nous dit que le pass sanitaire ne sera pas requis pour les établissements scolaires, qu'une semaine après, vous avez Jean-Michel Blanquer qui nous dit qu'on va évincer, c'est extrêmement brutal, évincer les élèves donc des classes où il y aura un cas et ces élèves donc qui ne seraient pas vaccinés. Après ensuite une petite reculade de Monsieur Attal. Comment les Français peuvent y voir clair? C'est légitime aujourd'hui qu'il y ait des Français qui aient des doutes et qui s'interrogent et donc qui l'expriment dans la rue.
Nous sommes également avec Jean-Jacques Zambrowski. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin hospitalier à l'hôpital Bichat et économiste de la santé. Quel est votre regard sur ces manifestations, notamment contre le pass sanitaire ? Moi, je pense qu'elle résulte fondamentalement d'un défaut de pédagogie dont les uns et les autres, pas seulement le pouvoir politique, mais l'ensemble des professionnels ou de ceux qui les informent, est coupable. Parce que finalement, quand on entend les arguments proférés par les uns et les autres, y compris par la personne qui vient de s'exprimer, on reste sidéré, considérer que, par exemple, il y a une privation de liberté, c'est considérer qu'on a la liberté de porter atteinte à la santé d'autrui. Moi, je prétends que l'on n'a pas la liberté de porter, par ignorance, atteinte à la santé d'autrui et que le devoir qui s'impose, il est non seulement de se protéger soi-même, encore est-il exact de penser qu'on pourrait à la limite disposer de sa propre vie, enfin pourquoi pas, mais pas de celle de ses contemporains. Or on peut être porteur du virus et contaminé. On voit des tas de jeunes par exemple qui pensent qu'eux-mêmes ne risquent rien, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais ils risquent certainement moins que les personnes plus âgées ou porteuses de facteurs de risque et qui risquent, puisqu'ils habitent chez des parents qui ont peut-être 40 ou 50 ans, et qui fréquentent occasionnellement des personnes plus âgées ou porteuses de risques, de les contaminer. Et donc je pense que le problème des libertés a été mal exposé et mal posé, et que les réponses qui sont fournies sont des occasions de faire de la politique, pas de s'occuper de santé. Alors de l'incompréhension, on le voit dans ces cortèges avec des personnes qui s'opposent au pass sanitaire, d'autres à l'extrême iraient plutôt vers une vaccination qu'il faudrait rendre obligatoire. Quel est votre point de vue sur la question ? Je pense que finalement, sur les milliards de personnes qui ont été vaccinées à travers la planète avec l'un ou l'autre des vaccins, notamment ceux qui sont utilisés chez nous, et le nombre extraordinairement réduit d'effets indésirables, beaucoup moins qu'avec les antibiotiques, beaucoup moins qu'avec l'alcool, beaucoup moins qu'avec les autres produits que nous absorbons couramment, tout batalement le paracétamol, je pense que finalement, il y a un problème de manque d'information. Encore une fois, je comprends que les gens protestent et aient le droit de s'exprimer librement, mais il eût été préférable qu'ils soient convenablement informés et qu'ils ne brandissent pas des pancartes qui, outre le caractère proprement infamant et insultant de certaines d'entre elles, qui font par exemple allusion aux événements de la dernière guerre, je laisse ça de côté, parlent d'une atteinte grave à leur liberté et méconnaissent finalement complètement la réalité du sujet. Je pense qu'il y a un problème d'information, de formation, de pédagogie et qu'il est grand temps de les corriger, sinon on sera obligé à la contrainte. Merci beaucoup Jean-Jacques Zambrowski d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Bruno Fuchs, on rappelle que ce projet de loi il sera examiné désormais par le Conseil constitutionnel qui doit rendre son avis jeudi prochain. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude du côté de la majorité par rapport notamment à ces contestations que l'on voit aujourd'hui ? Par rapport au Conseil constitutionnel ou par rapport aux manifestants ? Les manifestants qui s'opposent parce que c'est le troisième samedi consécutif et il y avait effectivement plus de 160 000 personnes dans la rue samedi dernier. D'abord, on a un projet de 2 points. D'abord, je dois dire que la façon dont le professeur Zambrowski pose le problème, à mon avis, est tout à fait fondée. Je vais répondre à votre question tout de suite, mais il est extrêmement bien fondé. Le pass sanitaire, il est défait justement pour préserver un espace de liberté. Donc si les personnes qui manifestent ne l'ont pas intégré comme ça, c'est qu'effectivement, il y a un quiproquo, et donc il y a un problème de pédagogie qui n'a pas été fait par les politiques, bien évidemment, le gouvernement, mais également les acteurs de la santé, etc. Donc il est fait pour ça, le pass sanitaire. S'il n'y a pas de pass sanitaire, c'est le reconfinement, pas demain, mais aujourd'hui en Martinique ou prochainement en métropole. Donc ça, c'est la question. Et je pense qu'il l'a bien évoqué. Sur la question du Conseil constitutionnel, c'est l'inverse. Certains se plaignent, dont les manifestants, d'un manque de liberté et de démocratie. Vous avez un texte qui a été proposé par le gouvernement, un projet de loi. Il a été fortement débattu et amendé par les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, et je pense qu'en ayant écouté nos concitoyens, les députés et les sénateurs ont infléchi un certain nombre de dispositions, et maintenant on passe devant le Conseil constitutionnel. Donc il n'y a pas de démocratie au monde dans lequel le processus est plus détaillé que celui-ci, avec des garde-fous. Donc voilà, je pense que je ne suis pas inquiet particulièrement pour répondre directement à votre question. Brièvement, Julien Audoul, votre réponse notamment à ce problème de pédagogie des politiques évoqué par Bruno Fuchs, vous êtes d'accord ? Des politiques du gouvernement. C'est le gouvernement qui gouverne, sauf que c'est surtout le gouvernement qui gouverne et ment. C'est ça le problème. Parce que depuis 6 mois, ce sont des mensonges à répétition. Et ces mensonges, ça alimente de la défiance, nécessairement. Quel mensonge ? Le mensonge sur la vaccination obligatoire.
La vaccination, aujourd'hui, est de fait obligatoire pour les Français qui veulent avoir une vie normale. Voilà, quand on parle de pédagogie, sanitaire, je vais terminer, Bruno Fuchs, le pass sanitaire, il y a encore quelques semaines, tous les ministres, tous les députés de la majorité nous disaient qu'il ne serait pas contraignant dans les activités quotidiennes de la vie pour aller au théâtre, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma. Il l'est aujourd'hui. Que ce soit dans les écoles, que ce soit aussi pour le licenciement. Pour le licenciement, il y a eu tout un numéro qui a été fait avec des amendements du Sénat où on a cru que finalement les salariés qui ne sont pas vaccinés ne seraient pas licenciés, auraient juste le salaire suspendu. Et vous avez la ministre du Travail qui repasse. Vous avez la ministre du Travail qui repasse derrière. Ils ne le seront pas. Non, pas du tout. En fait, ils pourront. Ne portez pas de mensonges. C'est la ministre du Travail. Donc il faut accorder vos violons dans la majorité parce qu'il y a un vrai problème de lisibilité. Merci, messieurs. Il y a un vrai problème de lisibilité dans ce que vous dites. C'est ce type de... On est limité dans le temps, malheureusement. C'est ce type de mensonge qui génère justement la majorité. Merci à vous deux. C'est le cafouillage permanent qui alimente la défiance. On va devoir s'arrêter là. Bruno Fuchs, Julien Doul, merci d'avoir été avec nous. Ça génère de l'interrogation. On est limité dans le temps. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été sur le plateau de BFM TV cet après-midi. On va continuer bien sûr à parler de ces manifestations cet après-midi contre le pass sanitaire. L'actualité également de ce samedi, c'est la fin de cette alerte enlèvement. Le petit Douy, 8 ans, qui a été retrouvé sain et sauf avec son père par les gendarmes. Il avait été enlevé par son père dans la commune de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Le père qui a été interpellé et placé en garde à vue. Nous sommes en direct avec Paul Le Bihan. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Lannion. Père et fils retrouvés. On imagine que c'est un soulagement pour vous, notamment que le petit garçon, bien sûr, soit en bonne santé, sain et sauf. Oui, bonjour. Donc, oui, effectivement, c'est un grand soulagement parce qu'on sait bien que dans ce genre d'événement, il y a toujours des risques. Ça ne se termine pas toujours bien. Ça se termine heureusement des fois bien. Et donc là, c'est une belle satisfaction qu'en moins d'une journée, finalement, l'enfant ait pu être retrouvé. Êtes-vous, on l'imagine, que vous avez mobilisé vous aussi les moyens de la ville pour arriver à bien à cette issue. Est-ce que vous savez si peut-être des administrés ont participé à cette enquête, à la conclusion positive de cette enquête ? Alors je saurais pas dire. Là, donc finalement c'est le résultat d'une procédure qui est la procédure alerte enlèvement. Donc je suppose, comme tout le monde, que effectivement le père a dû être repéré quelque part par des citoyens grâce à cette procédure alerte enlèvement, et que c'est comme ça que les forces de l'ordre ont pu lui mettre la main dessus, quoi. Avec à la fois les moyens déployés en termes d'hélicoptères, de brigades, de cynophiles et d'autres, quoi. Donc voilà, c'est qui a vraiment participé à tout ça, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est une belle satisfaction, quoi. On peut être quand même très heureux du dénouement, quoi. Ce que l'on sait, nous, d'une source proche de l'enquête à BFM TV, c'est qu'ils ont été retrouvés sains et saufs donc, dans un champ au sud de Lannion par les gendarmes. Que savez-vous de ce père et de son fils qui a été donc de la commune de Lannion ? Alors, le père alors, ce ne sont pas des gens de la commune de Lannion, hein. L'enlèvement a eu lieu à Lannion parce que c'était au sein de la maison du département, qui gère les politiques en France. Ce serait un père plutôt de la région de Rennes. La mère, je ne sais pas. Et la famille d'accueil était à quelques kilomètres de la région de Lannion, quoi. Voilà. Hormis ça, moi, j'en sais pas beaucoup plus. Si ce n'est qu'effectivement, le père était quand même connu, apparemment, par les services de police pour être déjà venu sur la commune de Lannion. Mais il vient de la région rennaise, quoi. Merci beaucoup, Paul Le Bihan, maire de Lannion, d'avoir répondu en direct à nos questions. On le rappelle, donc, le petit Douy, 8 ans, a été retrouvé sain et sauf. Son père a été interpellé, placé en garde à vue. Donc, conclusion de cette alerte enlèvement qui a été mise en place ce matin. Tout de suite, on fait le point sur les JO Tokyo. Avec plein de médailles. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Dans l'actualité, il y a aussi bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo et c'est une moisson de médailles pour l'équipe de France. Vraiment une très très belle journée. On va retrouver sur place l'un de nos envoyés spéciaux, Arnaud Valadon. Arnaud, plusieurs nouvelles médailles pour notre clan tricolore, avec notamment l'or en judo dans l'épreuve par équipe mixte.
une médaille en or sur les 6 médailles récoltées aujourd'hui. Et quelle est belle cette médaille. L'équipe de France de judo mixte avec Teddy Riner. Hier, il n'obtenait que le bronze, qui est déjà une très belle médaille pour le double champion olympique des poids lourds en judo. Et là, en équipe, il est allé chercher une magnifique médaille face au Japon, le pays hôte, dans ce dojo du Budokan. C'est le temple du judo ici au Japon. Et s'offrir le pays hôte était tout simplement sensationnel. L'équipe mixte, Clarissa Agbenienou, Teddy Riner, donc Roman Dico, Axel Clerget, voilà ces judokas qui repartent donc avec une médaille en or en équipe. Mais tout avait bien démarré pour l'équipe de France, avec des médailles déjà très tôt le matin. Il y a quelques instants, médaille d'argent pour l'escrime. L'équipe de France féminine au sabre s'est inclinée contre la Russie, mais très belle performance avec donc cette médaille d'argent acquise en équipe. Deuxième médaille d'ailleurs pour Manon Brunet, qui avait glané le bronze en individuel. Je vous le disais un peu plus tôt dans la journée, c'est le triathlon qui a ramené le bronze avec ce relais mixte, 2 triathlètes femmes, 2 triathlètes hommes. La première médaille de l'histoire du triathlon aux Jeux Olympiques pour la France. La planche à voile avec Charline Picon en argent. Elle était en or à Rio il y a 5 ans. Là, c'est médaille d'argent. Très belle performance pour elle, dont la fille, c'était l'anniversaire de sa fille. Elle était très émue, Charline Picon, pour ce jour forcément particulier. Médaille d'argent également pour Thomas Goyard en planche à voile. Et puis l'équipe de France de rugby à 7, les filles, médaille d'argent là aussi, défaite en finale contre la Nouvelle-Zélande, l'épouvantail un petit peu de ce tournoi olympique. Là aussi, très belle performance pour l'équipe de France féminine de rugby à 7. Vous le voyez, c'est une très belle moisson de médailles. 6 médailles obtenues, augmentation de 50%. Il y a 24 heures, c'était 13 médailles pour la France. Là, c'est 19. C'est d'ailleurs une de plus qu'à Rio au bout de 7 jours de compétition. À Rio, il y avait 18 médailles après 7 jours de compétition pour la délégation française. Une de plus en or. Là, il y a 4 médailles en or et 19 médailles au total pour la France dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Tout de suite, votre chronique, c'est les vacances. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Le trafic avec donc cette journée très chargée pour le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Un samedi classé noir dans le sens des départs par bison futé sur la grande majorité des axes routiers. Et puis c'est rouge dans le sens des retours. Vous le voyez, la circulation qui est très difficile, plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore sur l'arc méditerranéen. Vous le voyez sur ces images en direct de l'A71. On est près de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur la fin de cette alerte enlèvement. Le petit Douy, 8 ans, a été retrouvé avec son père, sain et sauf dans un champ au sud de Lannion par les gendarmes. Le père qui a été interpellé est placé en garde à vue. Tout cela s'est passé sans heurts. A tout de suite. Jusqu'au 8 août, BFM TV prend la direction de Tokyo au Japon pour les Jeux d'été 2021. Tous les jours, suivez toute l'actu des Bleus, nos plus belles chances de médailles et tous les résultats. Les Jeux d'été 2021 à Tokyo, à suivre jusqu'au 8 août sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Quelqu'un a dit qu'un jour passé sans bien manger est un jour perdu. On ne peut qu'être d'accord. Carapelli, faites que chaque jour ait du goût. You could be me! Me? Actually, you could be better than me. You could empower more girls than me. Score more victories than me. You could be the me I was doing I could be. Naho, it's game time. Just imagine how far you can go. Because you don't need to be amazing to start, but you need to start to be amazing. Toyota, start your impossible. Aujourd'hui, je vis en Haute-Savoie. Où t'as appris qu'on mange du reblochon même l'été. Sacrée découverte. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr.
PixPay, c'est la carte de paiement des ados copilotée par les parents. Vous versez son argent sur sa carte, c'est instantané. Il apprend à gérer ses finances, vous suivez ses dépenses. Il gagne en autonomie et vous, en tranquillité. Alors commandez-la dès maintenant sur pixpay.fr. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo? Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. Ça va mieux tes jambes lourdes? Jouvence de la Bessourie, regarde. Jouvence de la Bessourie, je l'ai aussi. Médicament à base de plantes, traditionnellement utilisé en vue de diminuer les sensations de jambes lourdes. Jouvence de la Bessourie, et la vie vous sourit. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Pour moi, l'une des meilleures choses dans la vie, c'est d'évoluer à chaque instant. Nous découvrons des technologies fascinantes. Nous choisissons qui nous sommes et comment nous envisageons notre futur. Et vous, comment sera le vôtre? Nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique. Le futur nous anime. Vendez votre voiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Assez de prise de tête. Assez des imprévus. Eh Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour dans une jolie forêt. Nouveau Tiguan, on n'en fera jamais assez pour la famille. En ce moment, profitez du nouveau Tiguan à partir de 359 € par mois et découvrez notre gamme SUV en concession. Volkswagen. Évadez-vous devant la météo avec Eau de Rochasse. Et c'est un ciel changeant pour ce samedi à Paris. Alors une alternance de passages nuageux plus ou moins nombreux. On a quand même quelques éclaircies plus ou moins belles et on n'est pas à l'abri d'une petite averse dans le courant de l'après-midi. Seulement 22 degrés. Aujourd'hui, on est en dessous des normales de saison, toujours dans ce flux océanique, ce flux d'ouest qui nous laisse arriver ces perturbations sur le pays. Et d'ailleurs, on a quelques précipitations actuellement qui s'étendent du sud-ouest en direction du Massif central et qui se dirigent vers les régions les plus à l'est avec ces averses, quelques orages possibles. On va voir comment tout cela va évoluer dans le courant de ces prochaines heures. Donc demain matin, on va conserver encore pas mal de nuages, encore de l'instabilité près de la Manche sur la majeure partie du pays également. Et d'une façon un petit peu plus marquée du sud de l'Alsace jusque sur l'extrême sud-est, donc sur le littoral des Alpes-Maritimes. En revanche, ailleurs, sur le pourtour méditerranéen, vous profiterez d'une belle matinée avec un vent quand même qui sera sensible. Dans le courant de l'après-midi, ce vent va se maintenir, le soleil aussi. On va même retrouver de très belles éclaircies sur l'extrême sud-est, donc sur le littoral des Alpes-Maritimes. En revanche, sur les régions du nord, jusque sur les régions de l'est, on aura toujours cette instabilité avec ces averses orageuses. Ailleurs, quelques averses, pas mal de passages nuageux, mais entre ces averses, quelques éclaircies seront possibles. Un coup d'œil à vos températures demain matin au lever du jour, des valeurs qui s'échelonneront de 10 jusqu'à 21 degrés. 10 à Aurillac, 15 à Paris, il fera 21 degrés à Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, les valeurs seront stationnaires et toujours fraîches pour la saison. 17 à Aurillac, 23 à Paris, 31 à Marseille. C'était la météo avec Eau de Rochasse. 16h30 à la une de l'actualité aujourd'hui, ce troisième samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire, des rassemblements dans plus de 150 villes, en région et à Paris. Ici, vous le voyez, manifestation très encadrée dans la capitale avec près de 3000 membres des forces de l'ordre, mobilisation que nous suivons encore tout cet après-midi avec nos reporters sur place et nos invités en plateau.
Fin de l'alerte enlèvement qui avait été activée ce matin. Le petit Douin, 8 ans, et son père qui l'avait enlevé dans les Côtes d'Armor ont été retrouvés vivants et en bonne santé au sud de l'Aldion par les gendarmes. Nous serons sur place dans ce journal. Un programme également les vacances avec ce week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens sur les routes et un samedi noir dans le sens des départs selon Bison Futé. Trafic extrêmement dense aujourd'hui et c'est rouge dans le sens des retours. Il y a un nouveau samedi, troisième samedi consécutif de manifestations un peu partout en France, dans 150 villes environ. Nous sommes ici à Paris pour l'une des 4 manifestations qui a lieu entre le métro Villiers et la place de la Bastille. Et nous sommes en place de la République avec nos reporters qui suivent ce trajet. L'un de ces 4 cortèges autorisés, un cortège majoritairement occupé de gilets jaunes, Anaïs. Oui, effectivement, et on assiste au premier moment de tension de cette manifestation depuis le début du départ, avec au niveau du boulevard Magenta, juste avant d'arriver ici, place de la République, BG, de projectiles entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le cortège est finalement arrivé ici sur la place de la République. Elle se retrouve complètement éclatée. On sent que la manifestation a pris un autre tournant là à cet instant précis. Donc on va voir, on va surveiller comment ça évolue ici place de la République. En tout cas, les autorités et les forces de l'ordre s'attendaient à des éléments perturbateurs dans cette manifestation. C'était aussi le retour du noyau dur des Gilets jaunes. Donc les autorités y étaient préparées, les forces de l'ordre sont conséquentes sur le terrain. 3000 policiers et gendarmes qui sont là pour contrôler ces 4 manifestations parisiennes. Donc ici, pour le moment, la situation s'est calmée, mais on va continuer à surveiller, voir si ce cortège va finalement arriver place de la Bastille aussi. Eh bien, la situation va durer un petit peu plus ici, place de la République. Merci beaucoup. On va suivre évidemment l'évolution de cette situation. Un petit mot, Guillaume Fard, parce que là, effectivement, il y a un moment de confusion. Ce cortège qui doit normalement aller place de la Bastille et qui se trouve actuellement place de la République, c'est toujours un petit peu, quand on arrive comme ça, qu'on progresse au fur et à mesure de l'après-midi. Voilà, la fin de la manifestation qui approche, c'est un moment compliqué pour les forces de l'ordre. Oui, ce qui est compliqué en fait, c'est de traverser la place de la République parce que c'est une vaste place parisienne et donc c'est moins évident pour les forces de l'ordre de sécuriser le cortège sur la place de la République parce que sur la place de la République, la dispersion, l'éclatement du cortège est plus facile et donc il y a des manifestants qui en ont profité pour s'en prendre aux forces de l'ordre par des jets de projectiles notamment. Les forces de l'ordre ont répliqué, on a vu un peu de gaz lacrymogène à l'image. Et donc la difficulté pour les forces de l'ordre, c'est de faire cheminer le cortège et de l'amener jusqu'à son point d'arrivée, qui est la place de la Bastille. Et depuis le début, cette manifestation pose ce problème-là. C'est-à-dire que, contrairement à l'autre cortège, qui est notamment à l'initiative de Florian Philippot, dans le quartier de la place Montparnasse vers le ministère de la Santé, cette manifestation-ci, qui partait de la place Villiers vers la place de la Bastille, avait un service d'ordre qui était beaucoup plus fragile, presque embryonnaire, enfin même quasi inexistant, on peut le dire. Et donc, qui a obligé la préfecture de police de Paris à concentrer des policiers et gendarmes pour cheminer aux côtés des manifestants, au plus près, pour essayer de sécuriser la manifestation et de l'emmener jusqu'à la place de la Bastille. Et là, effectivement, place de la République, parce que c'est un espace plus vaste, c'est plus difficile à sécuriser. Les premiers affrontements sont survenus. Et puis il y a cette séquence également qu'on voudrait vous faire commenter, Guillaume Fard. Ça s'est passé en tout début de cette même manifestation dans l'après-midi, avec ces échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants. Oui, vous le disiez, Fanny, on était au tout début de l'après-midi. Les manifestants venaient tout juste de partir de la place Villiers. Il y a eu des tentatives de cortège sauvage de la part de certains manifestants de quitter en fait l'itinéraire qui avait été prévu et discuté avec la préfecture de police de Paris. Certains policiers se sont retrouvés, ceux qui étaient en tête de cortège, un peu débordés parce qu'ils avaient des manifestants dans le dos, ils avaient des manifestants en face et donc au contact, il y a eu des échanges de coups et on voit effectivement ce CRS qui s'est mis en posture de boxe alors que des coups pleuvaient entre manifestants et forces de l'ordre, tandis qu'un autre CRS essayait de repousser ces mêmes manifestants en usant de gaz incapacitant. Donc ça a donné lieu à cette séquence, mais il faut aussi rappeler que le cortège a néanmoins pu repartir et qu'actuellement il est quelque part entre la place de la République et la place de la Bastille, donc on est dans l'est maintenant de la capitale.
Ces manifestations, nous en parlons avec nos invités. Bruno Fuchs, qui est toujours avec nous, député Modem du Haut-Rhin. Et nous accueillons William T. Bonjour, président du think tank Le Millénaire. Alors, on va suivre, bien évidemment, les chiffres qui nous seront communiqués sur la participation aujourd'hui. 161 000 personnes avaient manifesté selon le ministère de l'Intérieur samedi dernier. C'était plus que le samedi précédent. Est-ce que, selon vous, on peut, avec ce mouvement peut-il s'inscrire dans la durée? Est-ce que, comme les Gilets jaunes, il peut, samedi après samedi, se retrouver pour manifester, notamment contre le pass sanitaire? Alors, on attendait cette manifestation suite à l'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat dimanche dernier. Pourtant, Emmanuel Macron avait réussi à faire l'unité nationale sur la question sanitaire à l'Assemblée nationale et au Sénat autour de lui. Et en fait, je pense que ce qui a mobilisé une partie des manifestants, en tout cas ce qui a permis de maintenir un nombre à peu près équivalent à la semaine dernière, voire un peu plus, c'est les polémiques engendrées par Elisabeth Borne sur la question du licenciement et Jean-Michel Blanquer, notamment sur la question de l'école. En fait, ce qui se joue, c'est qu'on arrive dans une crise qui est similaire à celle de 2018 au moment des Gilets jaunes. C'est plutôt les polémiques engendrées par les ministres, en fait, qui alimentent la mobilisation, plutôt que le contenu du texte. Je pense qu'on parle quasiment plus du contenu du pass sanitaire, mais on parle uniquement des polémiques des uns et des différents ministres. Et ça veut dire moi, je pense qu'on aura une mobilisation à peu près équivalente jusqu'à fin août, début septembre. Et je pense que la question qui va être clé, ça va être l'obligation vaccinale des enfants pour rentrer à l'école. Si les enfants sont obligés d'être vaccinés, en fait, on peut avoir un premier tournant de soutien. Ce qu'on voit dans les premiers sondages IFOP, c'est qu'on a à peu près un bloc à 50% qui soutient Emmanuel Macron, 40% qui soutiennent plutôt les manifestants, ou en tout cas qui les comprennent. C'est un peu la différence avec les Gilets jaunes. Oui. Parce qu'à l'inverse, les Gilets jaunes étaient soutenus massivement au début. Tout à fait. Par l'opinion. Et la question, ça va être les personnes qui se disent indifférentes. Est-ce qu'elles vont basculer dans le sens d'Emmanuel Macron ou plutôt des manifestants? Moi, je pense que ce qui va jouer, c'est donc du coup la question des enfants en septembre. Bruno Fuchs, si ces manifestations se multiplient samedi après samedi, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement on n'aura pas, que le gouvernement, que l'exécutif n'aura pas réussi à convaincre ces personnes qui sont encore dans les rues ce samedi? D'abord, je méfie des chiffres, des grands blocs comme ça, de chiffres un peu dangereux. Ce que je vois là, ce sont des manifestants qui, pour une part, ont un doute réel et pour une grande part également, sont de toute façon opposants par définition. Et on a là un certain nombre d'agrégations d'opposition de gens qui sont dans la rue pour des motifs extrêmement différents. Et donc une grande différence avec les Gilets jaunes, qui est un mouvement de revendication. Là, on a un mouvement dans lequel il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de proposition et il n'y a pas de revendication. Donc c'est un agrégat de gens qui souhaitent s'opposer par définition. À l'inverse, la question qui se pose, c'est peut-être également la pédagogie qui n'a pas été faite suffisamment sur les deux éléments dont vous parlez. Et moi, je sais que chaque fois que je vois un membre du gouvernement ou qu'on m'interroge, je souhaite qu'on ait une prise de parole rassembleuse. La France a vécu les Gilets jaunes, la France a vécu la crise des retraites, la SNCF, beaucoup de crises sociales, de doutes, beaucoup de transformations également. On a besoin de rassembler. Et donc toutes les phrases qui ne sont pas de nature à rassembler, même si ça vise à clarifier, eh bien, ce sont des phrases qui ne sont pas utiles. D'autant plus qu'on le voit bien que la situation sanitaire s'est dégradée très très vite avec le variant Delta. Et donc, quand la situation sanitaire se dégrade vite, il faut réagir vite, il faut intervenir vite. Et donc, le pass sanitaire, il y a 1 mois et demi, personne n'en parlait parce que la situation ne l'exigeait pas. Et donc, c'est vrai que agir vite, c'est agir aussi brutalement, par définition, puisqu'il faut éviter que les hôpitaux se remplissent. Donc, si on agit vite et qu'on agit brutalement, par moment, mais par nécessité, il faut que la pédagogie, que la parole, elle, soit rassembleuse. On le disait, il y a donc plusieurs rassemblements déclarés à Paris aujourd'hui. Vous avez vu ces images du cortège qui est parti tout à l'heure du métro Villiers pour aller normalement jusqu'à Bastille, qui est actuellement au niveau de la place de la République. Et puis il y a aussi une manifestation à l'appel de Florian Philippot, l'ancien numéro 2 du Front National, qui est parti de Montparnasse. Vous voyez ces images tout à l'heure en début d'après-midi, et qui a rejoint désormais le 7e arrondissement et notamment la place de Fontenoy. On va rejoindre notre reporter. C'est tout près du ministère de la Santé, et le message est clair. Là aussi, les opposants qui veulent envoyer un signe au gouvernement, au ministre de la Santé, contre ce pass sanitaire. Oui, absolument. Désormais, c'est un meeting politique d'une certaine façon ici à place de Fontenoy, juste sous les fenêtres du ministère de la Santé, à côté de l'UNESCO et en fond. C'est l'école militaire, plusieurs prises de parole et avec une personne qui anime cet après-midi, qui est un proche de Florian Philippot, qui a fait huer Olivier Véran, qui a fait huer Emmanuel Macron, une Marseillaise, beaucoup de drapeaux français, ce que l'on voit aussi sur
pancarte, c'est le mot liberté qui est inscrit à peu près partout. C'est le parti Les Patriotes de Florian Philippot qui a fourni les drapeaux, qui a fourni les pancartes. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont rassemblées, qui sont parties de Montparnasse tout à l'heure pour arriver ici devant cette estrade qui a été installée en milieu d'après-midi. Et depuis, les prises de parole s'enchaînent. Ici, il y avait une personne des Patriotes d'Outre-mer qui a parlé de la situation, des nouvelles restrictions qui seront appliquées dans certains territoires d'outre-mer, sans parler un seul moment de la situation sanitaire qui commence à être très compliquée, notamment à la Martinique. Ensuite, il y a eu une personne qui est présentée comme scientifique qui a parlé des effets cachés du vaccin Pfizer sans en dire plus. Il y a ensuite une personne qui était présentée comme une professeure de philosophie qui, elle, a parlé d'apartheid scolaire à venir à la rentrée sans plus non plus donner d'arguments. Voilà le genre de personnes qui sont en train de prendre la parole ici devant plusieurs milliers de personnes qui scandent liberté, liberté, non au pass sanitaire. Voilà un peu l'idée de ce qui est en train de se passer ici devant l'école militaire. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à chaque fin de prise de parole, les médias sont conspués par toutes les personnes qui sont ici parce que les médias de masse sont pour eux travaille pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Voilà à peu près l'ambiance en ce moment ici, aux abords de l'école militaire. Tout se passe très tranquillement, mais voilà les prises de parole qui s'enchaînent. Il y a très peu de forces de l'ordre autour de ce rassemblement, de ce meeting d'une certaine manière des Patriotes. Et il y a plusieurs centaines de personnes qui sont aussi parties pour essayer de rejoindre l'Assemblée nationale, qui ont quitté ce rassemblement. Voilà ce qui est en train de se passer ici devant l'école militaire à Paris. Merci beaucoup pour ces dernières précisions du côté de cette place de Fontenoy, point d'arrivée de l'une de ces 4 manifestations déclarées autorisées aujourd'hui à Paris. Il y en a plus d'une centaine sur toute la France aujourd'hui, pas uniquement à Paris évidemment, mais avec toujours ce point commun, William T, de dire non, notamment au pass sanitaire, on l'a bien compris, pour certains de venir aussi exprimer leur mécontentement ou leur désaccord avec la vaccination obligatoire pour certaines professions. Est-ce que la rentrée risque d'être tendue pour l'exécutif suite à ces manifestations, ou est-ce que ça va peut-être s'essouffler dans l'été? Alors il y a quatre, moi je dénombre 4 blocs. Il y a le premier, ce bloc, c'est les anti-vax. Donc ceux-là, à partir du moment où Emmanuel Macron veut inciter à la vaccination, il sera opposé à eux. Donc il n'a aucun moyen de s'adresser à eux. Le deuxième bloc, qui est le plus important numérairement, c'est le bloc qui s'oppose au pass sanitaire. Donc là, ça dépendra. De toute façon, le pass sanitaire ne dure pour l'instant que jusqu'au 15 novembre, selon ce que dit l'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc on verra si le mouvement peut durer au-delà du 15 novembre pour s'étendre jusqu'à l'élection présidentielle. Le troisième bloc, c'est un bloc de gilets jaunes. Et le quatrième bloc, c'est un bloc de personnes qui sont défiantes contre toutes les élites politiques, médiatiques, enfin toutes les élites du pays. Donc la difficulté maintenant pour Emmanuel Macron, c'est de s'attaquer au cœur du bloc, qui sont ceux qui sont contre le pass sanitaire. Là, il y a un premier moyen, c'est que une fois qu'on aura plus de gens vaccinés, on a vu les courbes au Royaume-Uni, il y a un décalage entre le nombre l'augmentation du nombre de cas et l'augmentation du nombre dans les hôpitaux. Donc on sait maintenant que la crise pourrait éventuellement s'éteindre avant le 15 novembre, donc il n'y aurait pas de vocation à payer le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Donc ça, c'est un premier élément qui peut limiter les mobilisations. Le deuxième, c'est la question de l'application du pass sanitaire dans les écoles. Est-ce qu'il y aura beaucoup de cas dans les écoles d'ici septembre? Donc cela, on a une incertitude, on ne peut pas prévoir aujourd'hui le nombre de cas à partir de septembre. S'il y a beaucoup de cas en septembre et qu'il est obligé de maintenir le pass sanitaire dans les écoles, il peut avoir une première difficulté, c'est la difficulté qui est principale, parce que c'est un document qui était sorti chez vous, c'est ce que disaient les renseignements territoriaux, c'est que la mobilisation peut se tourner dans un sens ou dans un autre en fonction de la question de la vaccination des enfants. Après, le troisième point que je vois, c'est la question de la rentrée, avec l'agrégation en fait de toutes les luttes sanitaires, vaccinales et économiques et sociales. Donc tout dépendra de l'état économique et social à la rentrée. Bonnefoux, qu'est-ce que vous dites aux opposants qui estiment finalement que ce pass sanitaire, c'est l'obligation vaccinale pour tous? Oui, moi je dis que c'est l'inverse. S'il n'y a pas de pass sanitaire, eh bien, on va dans le reconfinement. On va très rapidement vers un confinement, et c'est le cas d'un certain nombre de territoires nationaux. Il y a, quasiment tous les départements sont dans le rouge là, aujourd'hui. Donc on va directement vers le reconfinement. Là, on a eu 3 vagues précédentes. Les 2 premières, on a été impuissants, la troisième, on a commencé à comprendre qu'il y avait des moyens de réfutation. Et maintenant, pour la 4e, on a des armes. On a des armes qui sont des vaccins. Et donc, c'est assez simple de se vacciner. Et pour ceux qui ne le veulent pas, et on voit un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas se vacciner, eh bien, il y a une poche de liberté qui est le pass sanitaire, dans lequel on peut continuer à vivre d'une certaine façon, en ne mettant pas les autres en péril, mais en continuant à vivre sans se faire vacciner
et sans être reconfiné. Quand vous allez dans un avion, vous ne fumez pas. Quand vous allez au restaurant, vous ne fumez pas. Voilà, un certain nombre de libertés dans lesquelles vous n'avez pas accès parce que vous mettez les autres en risque, en danger. Et c'est le cas du pass sanitaire. Donc, si les gens manifestent, je comprends le doute, mais ça veut dire qu'on n'a pas fait suffisamment de pédagogie, qu'on n'a pas suffisamment expliqué que c'est une façon de préserver des libertés pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Sinon, on va tout droit vers la vaccination obligatoire. Et ça, je trouve que ce serait un échec de la pédagogie et de notre capacité collective à résoudre un problème. On imagine, William Tay, que même en vacances au fort de Brégançon, le président de la République doit suivre de très près encore ces manifestations qui ont lieu ce samedi. Oui, mais la difficulté qu'il a, c'est qu'il doit accomplir deux objectifs contradictoires. Il a un premier objectif, c'est d'inciter à la vaccination. Donc en fait, il doit mettre en place des incitations, voire éventuellement pratiquer l'obligation vaccinale pour les personnes à risque. Pour l'instant, il ne veut pas faire d'obligation vaccinale unique. Enfin, il veut le faire uniquement sur le personnel soignant, mais il doit inciter les gens à se faire vacciner. Pour inciter les gens à se faire vacciner, ça se fait dans le discours de la parole publique. Et le deuxième, c'est la mise en place du pass sanitaire qui incite les gens à se faire vacciner. Dans la mesure où ceux qui ne sont pas vaccinés ont moins de liberté que ceux qui se font vacciner, il a intérêt à le mettre en place rapidement. Mais s'il met en place le pass sanitaire rapidement, il se clivera en fait avec le camp d'en face qui manifeste. Et donc c'est là pour moi qu'il a deux objectifs contradictoires. Et je pense que le tournant aura lieu entre fin août et début septembre à partir de trois conditions. Le premier, c'est est-ce qu'il atteindra une immunité collective à environ de 80% des personnes vaccinées, des personnes adultes. La deuxième, c'est la question de la mobilisation à ce moment-là. Et la troisième, c'est le nombre de cas, surtout à l'école. Bruno Fuchs, je vais vous donner la parole. Juste une petite image, parce qu'on voulait aussi montrer, c'est important, des mobilisations en région. On le rappelle, plus de 150 villes qui sont concernées aujourd'hui par ces manifestations, et notamment à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Lille. Vous voyez ces images notamment de Lille et de Marseille, il me semble, où tout se passe pour l'instant, en tout cas, dans le calme. Là aussi, ces manifestants qui s'opposent au pass sanitaire et, pour certains, à la vaccination obligatoire. Bruno Fuchs. Je voulais juste en un mot prendre un peu de recul et relativiser. On n'a pas deux camps face à face. On a un camp de même nature. On a un camp avec 160 000 personnes qui ont manifesté le week-end dernier, et de l'autre, il y a 40 millions de personnes vaccinées. Donc si jamais on allait dans le sens des personnes, vous auriez 40 millions de personnes qui vous diraient c'est pas normal, parce que derrière, on voit bien que les résultats sont là. On parlait de crise sociale. Eh bien, aujourd'hui, vous avez le chômage qui a baissé pour la deuxième fois, pour le deuxième trimestre consécutif. On a un nombre de CDI qui n'a jamais été aussi haut en proposition. L'apprentissage a battu tous ses records. La France est le premier pays d'investissement en Europe. Donc on a des résultats et on ne peut pas mettre en difficulté et en risque ces résultats. Là, c'est de l'emploi. C'est pour les personnes qui sont là également, en allant dans un sens qui n'est pas celui de la protection et donc de la vaccination. Certains parlent d'infantilisation à propos de ce pass sanitaire. Est-ce que vous pouvez comprendre ces personnes, notamment les personnes vaccinées, qui, comme certains, tout à l'heure on avait Bruno Millienne qui était sur ce plateau, qui disait que quand il était allé au théâtre hier, il avait dû montrer son pass sanitaire et que ça faisait un peu grincer les dents, notamment du côté des personnes vaccinées. Oui, je peux comprendre ça. Enfin, c'est un épiphénomène par rapport à ce que l'on voit dans les hôpitaux, au nombre de morts, au nombre de blessés, au nombre de Covid long. Enfin, je veux dire, quand on voit la situation sanitaire et les conséquences de ce Covid, montrer son pass sanitaire, j'ai entendu Bruno Millienne tout à l'heure, c'est 5 secondes. Bon, très bien, je comprends. Mais ça n'a pas en rapport avec les risques que l'on ferait courir à l'ensemble de la population. Et, je parle régulièrement, j'étais à Mulhouse hier soir, j'y retourne demain matin. Vous avez le nombre de restaurateurs qui ont été fermés pendant 1 an, les discothèques. Les conséquences négatives de gens qui ont souffert pendant 1 an et demi font qu'on ne devrait même pas poser la question. Voilà. Je disais tout à l'heure, quand on regarde la variole, la diphtérie, la polio, toutes ces... Eh bien, regardez, personne n'y était, mais à Rio en 1900, il y avait une manifestation beaucoup plus dramatique que celle-ci contre le vaccin de la variole. Aujourd'hui, on est tous vaccinés, il n'y a plus de variole. Donc l'histoire va dans le sens de la vaccination.
je comprends, mais vous verrez, dans quelques années, les gens qui ont manifesté se diront pourquoi je manifestais, j'avais pas bien compris le sens dans lequel l'histoire est en train d'aller. Alors, on aura évidemment les informations sur le nombre de participants à ce 3e samedi de mobilisation en France. On était à plus de 160 000 la semaine dernière. Guillaume Fard, aujourd'hui, ce sont 3000 policiers, 3000 policiers et gendarmes qui ont été déployés rien qu'à Paris pour ces manifestations. On est plutôt prudent du côté des autorités aujourd'hui? Oui, parce que la préfecture de police de Paris redoutait au moins deux choses. La première, c'est que la manifestation qui s'était lancée de Villiers ne parvienne pas à Place de la Bastille parce qu'elle aurait été infiltrée par des individus violents, que des exactions auraient été commises et que ça aurait empêché la progression du cortège. D'où le dispositif de sécurité très resserré autour de cette manifestation que l'on voit à l'image avec ce rideau de CRS qui est en tête de cortège et puis des CRS appuyés de gendarmes mobiles qui sont même le long sur les flancs du cortège pour protéger les commerces. Ça a donné lieu à une progression très saccadée tout au long de l'après-midi. Il y a eu des tentatives de départ en cortège sauvage. Il y a eu des moments où le cortège s'est arrêté, où il est reparti. Place de la République, ça a été plus compliqué avec des jets de projectiles sur les forces de l'ordre qui ont riposté avec des jets de gaz lacrymogène. Là maintenant, le cortège a pu redémarrer à destination de la place de la Bastille et avec un dernier temps qui sera un temps aussi de vigilance, qui est le moment de la dispersion, qui est prévu aux environs de 19h, place de la Bastille. Maintenant, il y a aussi un deuxième phénomène que la préfecture de police de Paris redoute parce que la journée n'est pas tout à fait terminée, qui était que des manifestants ne parviennent à rallier le quartier des Champs-Élysées. Ils étaient parvenus à le faire la semaine passée. Ça avait donné lieu à des images, notamment d'affrontements entre policiers et manifestants. Et cela, idéalement, le préfet de police de Paris n'en veut absolument pas. Il l'a d'ailleurs redit hier au moment du briefing à l'adresse des hauts fonctionnaires de la police. Il était ce matin sur place pour contrôler la sécurité qui a été mise en place. Exactement, et notamment sur les Champs-Élysées, parce que c'est une zone de particulière vigilance en raison de sa sensibilité, et puis aussi de ce qu'elle symbolise par rapport au mouvement des Gilets jaunes qui étaient, eux, parvenus à installer les manifestations dans ce quartier samedi après samedi. On voit donc toujours ces images, ce cortège, on le rappelle, qui est parti tout à l'heure du métro Villiers pour se rendre à Place de la Bastille, qui est passé il y a quelques minutes Place de la République, très encadré par ces forces de l'ordre, très présentes, on le voit, et qui ouvre finalement cette manifestation. William T, évidemment, du côté de l'exécutif, on surveille ce qui se passe parce que des images de violence, de casse, ça aurait un effet important et négatif. Oui, bien sûr. Là, on se rappelle des images lorsqu'on a vu lors des Gilets jaunes. Et en fait, ce qui va se jouer sur la question des manifestations, c'est est-ce que, notamment, il y a le premier mouvement qui est plutôt organisé par Florian Philippot, arrive plutôt à tenir sa manifestation, son parti politique et son service d'ordre arrivent à le faire. L'arrivée des Gilets jaunes change un peu ce paradigme-là, dans la mesure où on l'a vu samedi après samedi entre 2018 et 2019, ils sont beaucoup moins bien organisés. Il n'y a pas vraiment de service d'ordre, ce que dit Guillaume Fard. Il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de service même organisé, il n'y a pas de leader surtout capable de parler à tout cet ensemble de manifestants et capable de les cadrer en les dirigeant dans un sens ou dans un autre. Et même ils se revendiquent en fait apolitiques et sans leader politique. Donc la difficulté que va avoir Emmanuel Macron, pour l'instant on est plutôt l'été, donc je pense que les manifestations, peut-être pour l'instant il ne se passe rien, mais je pense que pendant l'été il est vraisemblable qu'il ne se passe rien. C'est surtout à partir de septembre en fait où ça va devenir beaucoup plus tendu, parce qu'en fait toutes les questions vont revenir. Je parlais de la question des 4 blocs. Bon, les anti-vax ne vont pas changer d'avis du jour au lendemain. Les gilets jaunes n'ont toujours pas changé d'avis 3 ans après. Ceux qui sont plutôt contre les élites vont profiter en fait de toutes les manifestations pour profiter de manifester. Je pense qu'Emmanuel Macron, son objectif, une fois qu'il termine août, et s'il arrive à dépasser le cap des 50 millions de vaccinés, doit s'adresser à la partie restante, d'une part pour leur expliquer qu'en fait ce qu'il fait est plutôt pour la liberté, parce qu'il vaut mieux que 75% ou 80% des gens sortent que 100% de gens soient confinés, et ensuite du coup s'adresser à cette partie-là qui sont plutôt contre le pass sanitaire pour leur expliquer que ce qu'il fait permet d'avoir une France qui est plus libre et surtout que le vaccin donne un avantage stratégique. Ce qu'on voit dans tous les autres pays, c'est actuellement une course au vaccin. On voit ce qu'a fait Boris Johnson, on a vu ce qu'a fait aux États-Unis Donald Trump puis Joe Biden, également ce qu'a fait Angela Merkel. Il faut qu'il explique que plus on sera vacciné, plus on sortira de la crise et plus on reprendra notre vie comme avant. J'ai quand même l'impression qu'il a essayé de le faire le 10 juin dans son dernier discours. Mais en fait, la difficulté juste dessus, j'en parlais de temps en temps, c'est qu'en fait il a du mal à s'adresser à un bloc qui est restreint, ce que Brice Teinturet appelle les plus rien à faire, plus rien à foutre, le sondeur de l'Ipsos.
En fait, il explique qu'il y a environ 20 à 25% de la population qui sont déconnectés de tous les médias, qui n'écoutent pas les médias traditionnels et les systèmes d'information conventionnels, et qui s'informent plutôt sur les réseaux sociaux, là où le gouvernement est beaucoup moins présent que notamment les Gilets jaunes et Florian Philippot. Et c'est là, en fait, à ce cœur-là qu'il doit s'adresser, non pas par des biais classiques, mais il a pu le faire avec, par exemple, Carlito et ce qu'il a pu faire sur YouTube, qui sont des autres moyens de communication. Ça ne s'adresse pas à tous les publics. Voilà, tout à fait. C'est l'un des problèmes de pédagogie que vous évoquiez, Bruno Fuchs, probablement. Comment est-ce que l'exécutif va pouvoir convaincre ces irréductibles, finalement, s'il faut encore les convaincre? Il y a trois façons. D'abord, la réalité de la situation sanitaire. D'ici fin août, il y aura effectivement beaucoup plus de gens vaccinés et j'espère qu'on sera dans une situation sanitaire bien plus contrôlée. Et donc, le pass sanitaire de lui-même sera levé. Ça, c'est une première partie. Et une deuxième partie, on le voit aux États-Unis notamment, c'est que les gens qui sont touchés par la maladie, eh bien, ils changent d'avis. On a notamment ce vedette d'une radio à Nashville, qui est Phil Valentine, qui a été touché, qui maintenant dit « j'ai fait une erreur, j'ai professé le fait de ne pas se faire vacciner, eh bien il faut le faire ». Et Fox News maintenant, qui était anti-vaccin pendant toute la période de Trump, maintenant Fox News dit a changé d'avis. Donc on a une partie aussi de leaders d'opinion, une fois qu'ils sont touchés, qui vont changer d'avis. Et puis la troisième, qui est la plus difficile, mais qui est un problème plus structurant, c'est de toucher une partie de cette population. 58% des Français ont accès d'abord à l'information par les réseaux sociaux. Et donc, on voit bien une sorte... On écoutait Julien Audoul, là, et nous entendons d'hommes politiques qui racontent à longueur de plateau des mensonges et des infox. Eh bien, pour contrebalancer ça, c'est difficile, parce que les gens qui ont accès aux infox par les réseaux sociaux, on ne peut pas les toucher. Ils sont dans une bulle de réseaux sociaux, et c'est très difficile de rapporter une information qui est, elle, beaucoup plus sûre et réelle. Et donc ça, c'est une difficulté structurelle, effectivement, sur l'ensemble des sujets, notamment celui-ci. On va retourner donc au cœur de ce cortège qui est parti, on le rappelle tout à l'heure, de l'avenue de Villiers pour rejoindre la place de la Bastille avec ces forces de l'ordre qui encadrent cette manifestation. C'est l'un des 4 rassemblements dans la capitale cet après-midi. On va rejoindre notre reporter sur place. Quelques tensions pendant cette manifestation, dans ce cortège? Oui, c'est ça. On assiste clairement depuis une demi-heure à un changement de ton dans cette manifestation, notamment à l'approche de la place de la République. Il y a eu des jets de projectiles de la part des manifestants contre les forces de l'ordre qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Un petit peu après avoir passé cette place de la République, eh bien, on a vu des éléments vêtus de noir, des éléments perturbateurs qui se joignent régulièrement à ces cortèges de gilets jaunes, eh bien, prendre du mobilier urbain, lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Quelques moments de tension, de l'animosité qui règne pour le moment sur cette manifestation qui a pour le moment repris sa progression direction la place de la Bastille. Les autorités s'attendaient à ce qu'il puisse y avoir des éléments perturbateurs et s'attendaient aussi à un retour du noyau dur des gilets jaunes. On sait aussi qu'il y avait des appels à des manifestations sauvages. Donc les autorités étaient préparées, les forces de l'ordre sont conséquentes et mobilisées sur le terrain. Donc la situation est à surveiller. On est dans la dernière ligne droite de cette mobilisation qui va se terminer place de la Bastille. On y est quasiment proche, très proche. Donc on va voir comment ça évolue une fois là-bas, puisque la dispersion est prévue à 19h. Mais on sait toujours que les fins de manifestation sont très compliquées, notamment dans la capitale. Pour ces précisions, du côté de la place, entre la place de la République et la place de la Bastille, qui doit être le point d'arrivée de cette manifestation, et Guillaume Fard, on le voit avec ces images de nos reporters sur place. En effet, des tensions, on nous a décrit depuis une demi-heure un changement de ton, et là des forces de l'ordre qui sont préparées à ça, notamment en fin de cortège habituellement. Tout à fait, absolument Fanny, et là maintenant, depuis que la place de la République a été traversée, c'est vrai que les tensions sont encore montées d'un cran. Il y en avait eu au tout début, quand le cortège s'était lancé de la place Villiers. Il y avait eu notamment à ce moment-là des tentatives de départ en cortège sauvage qui avaient été cessées ou arrêtées par les forces de l'ordre présentes. Et là, on a un cortège qui a traversé la place de la République avec des tensions. Des manifestants ont tenté de se disperser un petit peu, de quitter le tracé initial. Il y a eu des jets de projectiles à l'encontre des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont répliqué par des jets de gaz lacrymogène. On a vu à des moments, à l'image des policiers qui semblaient blessés, qui ont été évacués.
Et puis encore aussi des fumigènes et de nouveaux jets de projectiles, des jets de farine, ce qui ne blessent pas, mais en revanche des jets de projectiles qui eux blessent les forces de l'ordre. Et ce cortège qui avance vers la place de la Bastille, mais avec quand même un certain nombre de difficultés. Ce qui fait que côté préfecture de police de Paris, on s'attend à une dispersion qui ne sera peut-être pas si évidente que cela, et ce sera suivi de près. Et il y a un deuxième risque qui a été identifié, qui est que certains manifestants parviennent à rallier en toute fin de journée le quartier des Champs-Élysées, qui va rester un quartier, une avenue sous haute surveillance une bonne partie de la soirée pour ne pas revivre ce qui a été vu hélas la semaine passée, c'est-à-dire des manifestants qui s'en prennent à des policiers, à des membres des forces de l'ordre, à leurs véhicules sur cette avenue des Champs-Élysées. Il est bientôt 17h. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. Donc ce 3e samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire, des rassemblements à Paris et dans plusieurs villes en région que nous suivons cet après-midi. Vous voyez ces images donc en direct de l'un des cortèges dans la capitale qui doit amener les manifestants jusqu'à la place de la Bastille. C'est un appel qui avait été lancé par les Gilets jaunes pour cette mobilisation. On rappelle que 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Il y a eu quelques tensions il y a quelques minutes dans ce cortège. À la une également, le petit Douy, 8 ans, ainsi que son père qu'il avait enlevé hier dans les Côtes d'Armor, ont été retrouvés vivants et en bonne santé, selon une source judiciaire à BFM TV. Le père a été interpellé, placé en garde à vue au sud de Lannion. Une alerte enlèvement avait été activée ce matin. Et de 19, le compteur des médailles françaises au JO de Tokyo continue de progresser tranquillement. La plus emblématique du jour, c'est ce titre olympique, cette médaille d'or en judo par équipe mixte, l'or remporté face aux Japonais en finale. Nouvelle journée test donc pour les antipasses sanitaires pour le 3e samedi consécutif. Des manifestations sont prévues et ont lieu à Paris et dans des dizaines de villes de France. Nous suivons ces mobilisations avec nos reporters et nos invités en plateau et on suit notamment cette manifestation parisienne avec quelques tensions, Fanny. L'une des 4 manifestations autorisées à Paris aujourd'hui contre notamment le pass sanitaire. Celle-ci est partie du métro Villiers. Elle a pour destination la place de la Bastille. Et là, on est un peu avant la place de la Bastille, entre la place de la République et la place de la Bastille, où l'on retrouve notre reporter sur place avec ce changement de ton dans cette toute fin de cortège. Oui, exactement, une atmosphère un peu pesante, de l'animosité entre certains manifestants et des forces de l'ordre qui ont débuté il y a environ une demi-heure lorsqu'on s'est approché de cette place de la République qui est une place déjà très grande et aussi importante pour les Gilets jaunes puisqu'ils ont commencé ou fini leur manifestation à cet endroit. Donc on a senti à ce moment-là que la dispersion, en tout cas le gros du cortège s'est un petit peu dispersé sur cette place. Et puis les premières tensions ont commencé à apparaître entre certains éléments perturbateurs vêtus de noir et les forces de l'ordre avec des jets de projectiles d'un côté et des jets de gaz lacrymogène de l'autre. Il y a eu quelques dégradations, notamment au niveau des panneaux d'affichage dans la rue, aussi dégradation de mobilier urbain. On a vu également des manifestants qui avaient été légèrement blessés au visage, pris en charge par des strict médics. Même chose du côté des forces de l'ordre. Il y avait vraisemblablement un terrestre qui était à terre tout à l'heure. Voilà des moments de tension qui sont apparus et qui symbolisent un petit peu ces fins de manifestation lorsqu'on arrive sur le point final de cette manifestation, ce qui est le cas ici, puisqu'on s'approche de la place de la Bastille. Pour le moment, le cortège reprend tranquillement sa route. Les slogans ont repris, les chants aussi. Voilà, il ne faut pas oublier que ça s'est généralement très bien passé depuis le début avec ce message qui était adressé par les manifestants, un message de liberté, c'est ce qu'ils voulaient dire aujourd'hui pour cette 3e semaine de mobilisation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions donc, au cœur du cortège parisien. Guillaume Fard, on va essayer de bien comprendre ce qui est en train de se passer avec cette manifestation qui progresse, qui va arriver dans quelques instants place de la Bastille. Les fins de manifestation, c'est toujours le moment le plus sensible. Oui, c'est un moment sensible. Des manifestations, aujourd'hui, il y en avait 4 en réalité, qui avaient été déclarées. Il y avait 4 cortèges qui se sont élancés en début d'après-midi. Et celui-ci qui partait de la place Villiers à destination de la place de la Bastille était plus particulièrement surveillé par la préfecture de police de Paris.
en raison notamment du fait qu'il n'y avait pas de service d'ordre suffisant. Et donc, ce sont les forces d'ordre qui ont tenu lieu de service d'ordre tout au long de cette manifestation pour permettre aux manifestants de rallier la place de la Bastille. Ça a été difficile dès le début de l'après-midi parce qu'il y a eu des tentatives de départ en cortège sauvage qui ont été freinées, empêchées même par les policiers et gendarmes qui étaient mobilisés aujourd'hui. Ça a été à nouveau compliqué quand le cortège est arrivé il y a de cela quelques dizaines de minutes, place de la République, parce que certains manifestants se sont un peu dispersés, n'ont pas souhaité emprunter l'itinéraire qui avait été pourtant l'itinéraire convenu et discuté avec la préfecture de police de Paris. D'autres ont jeté des projectiles à l'adresse des forces de l'ordre qui ont riposté par du gaz lacrymogène. Et là, effectivement, une progression qui est compliquée, qui est assez ralentie. Les forces de l'ordre qui reçoivent ça et là encore de nouveaux projectiles. Le cortège qui va arriver là d'ici quelques dizaines de minutes, place de la Bastille. La dispersion y est prévue pour 19h, mais ça va être un moment, et vous le disiez Benjamin, particulièrement sensible, particulièrement suivi aussi par les personnes de la préfecture de police de Paris, avec cette crainte également que certains manifestants ne parviennent en toute fin de journée à se rassembler dans le quartier des Champs-Élysées, dans l'ouest parisien, qui est une zone où il n'est pas permis de manifester aujourd'hui. Le préfet de police de Paris, Didier Allemand, y est particulièrement vigilant. Et donc la journée est loin d'être terminée pour les policiers et gendarmes qui sont engagés sur ces manifestations parisiennes ce samedi. On va continuer évidemment de suivre ces manifestations à Paris, mais aussi dans les villes de région où nous sommes présents aujourd'hui pour vous communiquer ces images de ces manifestations, notamment anti-pass sanitaire, notamment anti-vaccination obligatoire pour certaines professions. Avec nous en plateau, toujours Bruno Fuchs, député Modem du Haut-Rhin, William Tay, président du think tank Le Millénaire, et nous a rejoint Jad Zahab, bonjour, essayiste et auteur de Retrouver la République. Quand on voit ces images, c'est le 3e samedi consécutif de manifestation avec une multiplication de sites. En tout cas, on voit à Paris 4 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une certaine inquiétude à avoir du côté de l'exécutif? On rappelle tout de même que la semaine dernière, il y avait 161 000 manifestants sur toute la France. Qu'a priori, il n'y en aurait pas plus cette semaine, ce samedi? La certitude, c'est que le gouvernement et tous les politiques, de manière générale, ne peuvent plus ignorer ce qui est en train de se passer dans la société. C'est vrai que 161 000, vous le rappeliez la semaine dernière, par rapport à des manifestations plus traditionnelles, c'est relativement peu, mais il y avait quand même eu une tendance par rapport au tout premier samedi. Donc c'est un mouvement qui existe dans la société. Là, on n'a pas encore les chiffres pour aujourd'hui, on les aura sans doute en fin d'après-midi. Les images qu'on voit sont des images qui parlent aux politiques indéniablement, parce que ces images, elles sont le symptôme de ce qui se passe dans la société, même si le mouvement n'est pas soutenu selon les sondages d'opinion par la majorité des Français. Mais du point de vue de la communication politique et de l'action, c'est certain que le gouvernement ne peut pas ignorer, parce que les images, on les voit là, elles nous rappellent un peu le feuilleton des Gilets jaunes qu'on avait eu samedi après samedi à l'automne 2018. Et elles appelleront une réponse politique. Ensuite, il faudra voir laquelle. Il y a beaucoup de Gilets jaunes qui sont présents aujourd'hui dans ce cortège-là précisément. Oui, tout à fait. Et il y a 2 notes des services de renseignement qui s'inquiétaient, ou en tout cas qui pointaient le risque de rapprochement entre le mouvement des Gilets jaunes et ce mouvement-là anti-pass sanitaire, qui est assez hétérogène, avec des gens qui n'ont jamais manifesté jusqu'alors, dont c'est la première manifestation, d'autres qui sont des militants politiques, alors peut-être moins à cette manifestation là, mais vous l'évoquiez plutôt des gens qui sont issus de l'extrême droite, en l'occurrence les patriotes de Florian Philippot. Et donc ce mouvement de manifestation là, il y a un risque qu'il remette en marche, entre guillemets, le mouvement, puisqu'on est à un mois de la rentrée. Et forcément, le gouvernement le regarde de près, parce que dans un mois, c'est la rentrée scolaire, les gens rentrent au travail, mais c'est aussi et surtout l'ouverture, on va dire, officielle de la séquence présidentielle qui va aller jusqu'au mois d'avril 2022. Donc on le regarde avec beaucoup d'attention. On espère qu'il n'y aura pas de débordement. Et puis aussi, il ne faut pas, j'allais dire, associer la majorité des gens qui manifestent à des gens violents ou à des antivax ou à des complotistes, parce qu'il y en a une partie qui doute, et le doute est légitime en démocratie. Donc il faudra à la fois répondre à la partie la plus violente, et puis continuer avec la pédagogie qui est évidemment nécessaire. Alors on va retourner tout de suite dans ce cortège qui est parti, on le rappelle, du métro Villiers, qui va rejoindre la place de la Bastille dans quelques instants pour retrouver notre reporter. Il y a toujours de la tension sur place? Écoutez, non. A priori, on est sur un moment de calme où on peut entendre de nouveau les chants, des slogans résonner sur ce boulevard Beaumarchais, donc tout proche de la place de la Bastille. Des tensions, il y en a eu effectivement un petit peu plus tôt entre des éléments perturbateurs et les membres des forces de l'ordre.
Ça a duré certains moments, puis ça s'est calmé avec des jets de projectiles d'un côté, des jets de gaz lacrymogène de l'autre, quelques dégradations à signaler dans la ville et aussi des manifestants qui ont été légèrement blessés au visage, qu'on a vu être pris en charge par les strict medics qui sont bien présents lors de ces manifestations. Les autorités s'attendaient à ce que possiblement ça puisse dégénérer à un moment donné. Ça a été le cas aujourd'hui. Après, ça reste des éléments très sporadiques, on va dire, parce que le gros de la manifestation s'est très bien déroulé. On a pu entendre le message que voulaient porter ces manifestants, un message de liberté porté par un cortège très hétérogène, à la fois des gilets jaunes bien présents dans ce cortège qui sont ceux qui ont lancé cette manifestation, mais aussi d'autres professions, des soignants qui manifestaient contre l'obligation vaccinale qui va rentrer en vigueur en septembre. On a aussi vu des retraités, donc beaucoup de profils qui se sont concernés par ces nouvelles mesures sanitaires qui ont été mises en place par le gouvernement et qui voulaient donc manifester pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, une manifestation qui, même en plein cœur de l'été, eh bien, il faut le dire, ne désemplit pas. Et c'est ce que voulaient les manifestants, pouvoir continuer cette mobilisation tout l'été jusqu'à la rentrée. Donc on va voir maintenant comment ce cortège évolue jusqu'à la place de la Bastille qui est désormais toute proche. Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Donc, à l'approche de la place de la Bastille, point d'arrivée de l'une de ces 4 manifestations parisiennes. Et on a ce bilan désormais, vous le voyez, au moins 3 policiers blessés dans ces manifestations dans la capitale, manifestations anti-pass sanitaire majoritairement. Bruno Fuchs, ce pass sanitaire, c'est la bouée de sauvetage de l'été, a dit Gabriel Attal. Est-ce que c'est vraiment l'unique moyen de faire face à cette 4e vague liée au variant Delta? Non, ce n'est pas l'unique moyen, mais c'est un moyen qui permet, entre le confinement et la vaccination, de préserver un espace de liberté pour les Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Si l'on reconfine, comme on le fait en Martinique ou dans d'autres départements, eh bien c'est zéro liberté. Je pense que les gens qui manifestent doivent comprendre que c'est soit zéro liberté, soit c'est un espace de liberté pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Je reconnais qu'on peut avoir un doute, et c'est logique d'avoir un doute face à quelque chose de nouveau, mais on a répondu justement, soit par une vaccination obligatoire, pour l'instant on ne l'a pas fait, mais à un moment il faudra se poser la question si les mouvements de protestation continuent, mais l'idée c'est de permettre à chacun de ne pas justement se vacciner s'ils ne veulent pas. Et là, on a un espace qui est un espace de passe sanitaire qui permet effectivement de réduire un petit peu ces libertés, mais qui évite surtout de contaminer quand on n'est pas, ou de risquer de contaminer quand on n'est pas vacciné, une partie des gens que l'on côtoie. Donc moi, ça me paraît assez raisonnable cette affaire. Vous voyez ce bandeau en bas de votre écran, au moins 3 policiers blessés dans les manifestations à Paris. C'est une source police à BFM TV. On va peut-être revoir justement l'une des séquences avec ces policiers ou ces forces de l'ordre qui ont été blessés cet après-midi lors des manifestations. Regardez, vous voyez donc ces policiers et gendarmes qui sont autour de l'un de leurs collègues. Guillaume Fabre, peut-être un petit commentaire. Évidemment, ce sont des journées particulièrement difficile pour les forces de l'ordre, et là on voit donc c'est quoi, c'est un gendarme là qui... C'est un CRS, oui, qu'on voit effectivement à l'image. Effectivement, la difficulté de ce cortège qui est parti de Villiers et qui va bientôt arriver place de la Bastille, c'est qu'il n'avait pas véritablement de service d'ordre, et donc les CRS et les gendarmes mobiles ont tenu lieu de service d'ordre en cheminant au plus près, et en cheminant au plus près, vous êtes à portée de contact et donc aussi de blessures, et il y a eu des jets de projectiles, certains qui sont faits pour blesser, et malheureusement 3 CRS, 3 policiers ont été blessés aujourd'hui. C'est un bilan qui n'est pas encore consolidé. Peut-être qu'on aura, hélas, à déplorer d'autres fonctionnaires de police blessés en fin de journée. La journée est loin d'être terminée encore, parce qu'il y a ce moment critique de la dispersion qui doit intervenir au moment de 19h, place de la Bastille, et puis aussi le fait que parfois il y a des manifestants qui assez spontanément quittent complètement l'espace qui est le lieu de la dispersion pour essayer de converger dans d'autres endroits de la capitale, notamment l'avenue des Champs-Élysées. C'est ce qui s'était passé la semaine dernière, c'est ce qui est encore redouté ce soir, ce qui fait que
la préfecture de police de Paris est en posture de vigilance et que cette journée de manifestation est loin d'être terminée pour elle. Alors cette manifestation qui se dirige vers la place de la Bastille, elle est à l'initiative de nombreux gilets jaunes. Ces mobilisations aujourd'hui, elles ont un point commun avec ces gilets jaunes. Et malgré tout, William T, elles ne sont pas soutenues par l'opinion publique. C'est ça la différence. Ouais, parce que la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient, en fait, qui sont... À partir du moment où ils sont vaccinés, ils n'ont aucune raison à aller manifester parce qu'ils n'ont pas de perte eux-mêmes. Je pense qu'il y a 2 vecteurs principaux à cette mobilisation. C'est la question de la liberté et la question de l'égalité. Si c'était uniquement la question de la liberté qui les motivait, on aurait eu beaucoup plus de manifestations lors des mesures sur le confinement ou sur le couvre-feu. On se rappelle des manifestations qu'avait provoquées Florent Philippot, mais c'était plutôt marginal ou plutôt mineur. Je pense que ce qui a changé, c'est la question de la fracture de la société en deux entre les vaccinés et les non-vaccinés sur la question du pass sanitaire. Donc Emmanuel Macron est obligé pour l'instant, parce que son discours et son dispositif permettent d'inciter les gens à se faire vacciner. On voit la courbe sur le Covid Tracker, on va vraisemblablement atteindre 50 millions de primo-vaccinés à la fin de l'été. Donc il est obligé de tenir ce discours jusqu'à la fin de l'été. La deuxième partie, il doit choisir en fonction de la question sanitaire. Si le risque sanitaire est beaucoup moins grave, je pense qu'il aurait intérêt à retirer son pass sanitaire plus tôt, ou en tout cas dans 2 endroits sensibles, sur la question des bars et des restaurants et des écoles. Si par cas la question sanitaire est encore élevée, il devra se poser une autre question, c'est la question de l'obligation vaccinale par tranche d'âge, et notamment des personnes à risque dans un premier temps, et puis ensuite, en fonction de l'évolution sanitaire, faire des obligations vaccinales par tranche jusqu'à arriver à une obligation vaccinale de toute la population. Je pense qu'il aura le choix qui dépendra éventuellement de l'évolution de la situation sanitaire. Et pour revenir sur la question de la similarité entre les gilets jaunes et les antipasses, c'est parce qu'en fait, ils ont les mêmes ressorts. Le premier, c'est la fracture sociale. On voit notamment sur la fracture vaccinale qui a fait la carte du monde entre les communes riches et les communes pauvres. Il y a une deuxième fracture, c'est une fracture territoriale. Il y a une fracture en fait entre le nord-ouest et le sud-est, et notamment entre les grandes métropoles et les communes rurales. Et après, il y a une troisième fracture, et c'est là la plus grande fracture pour Macron, c'est la question de la fracture démocratique. En fait, la difficulté de ce choix qui est posé, c'est la question du modèle de société. Est-ce qu'on choisit l'efficacité au-delà des valeurs démocratiques et des questions de principes constitutionnels, auquel cas, je vous en ai parlé tout à l'heure, la question de la liberté et de l'égalité, ou est-ce qu'on choisit l'efficacité? Je pense qu'il faut choisir l'efficacité, parce que le monde n'est pas un monde de bisounours, et donc il faut aller le plus rapidement possible. Mais des gens peuvent être fracturés parce que ce sont des principes qui ressortent depuis la Révolution française, et c'est ce qu'avait décrit Tocqueville dans la démocratie en Amérique sur la question de l'égalité en France. Bruno Fuchs a très envie de réagir. L'égalité, l'efficacité en la matière, c'est plus de liberté aussi. C'est pas, on les oppose pas. Plus d'efficacité en matière sanitaire, c'est plus de liberté pour tout le monde. Donc les deux vont de pair en la matière. La différence entre les deux mouvements, au-delà du fait que dans ce mouvement, il y a très peu de propositions ou de revendications spécifiques, mis à part on veut plus de liberté, mais on voit bien que en réalité c'est l'inverse qui se passe, puisque les gens qui manifestent, moi j'ai eu un mail toutes les 2 minutes comme tous les parlementaires, donc c'est des méthodes de pression très fortes. Non, la différence, c'est que lorsque vous êtes confronté au mouvement des Gilets jaunes et que vous êtes un pouvoir politique, vous avez une réponse à apporter à une demande, à des revendications, à des désespoirs. Là, on règle d'abord la question sanitaire. On a un problème de protection de l'ensemble de nos compatriotes à assurer. Et ça fait effectivement des gens qui doutent ou qui manifestent. Mais la réponse, elle est d'abord sanitaire, elle est d'abord de protection des concitoyens, nos concitoyens. Et ensuite, effectivement, il faut le faire dans une pédagogie qui peut être améliorée visiblement. C'est des gens qui vous insistez beaucoup sur cette notion de pédagogie qui peut être améliorée. On vous a entendu plusieurs fois répéter ça. Oui, parce qu'au-delà des quelques opposants politiques, on voit bien que certains se refont un peu de notoriété et de médias dans cette manifestation. Je pense à Florent Philippot ou à d'autres, à certains gilets jaunes qui avaient disparu des écrans et qui reviennent là pour faire du média. Et bon, très bien, ça c'est une bonne guerre, c'est le jeu médiatique, etc. Mais une partie des gens qui sont là, ils doutent réellement. Et je pense qu'il faut leur expliquer. Moi-même, j'ai été vacciné, j'ai eu le Covid en mars 2020. Et j'ai été vacciné 2 fois. Je n'ai pas anticipé, mais quand on m'a proposé, je l'ai fait tout de suite. J'ai pas été de gaieté de cœur. Je me suis pas dit chouette, voilà, je vais me faire vacciner. Donc j'ai hésité. Et ce qui a emporté le morceau, c'est que je sois élu, donc j'ai une exemplarité bien sûr à faire. Mais c'est surtout, je me suis dit que je voulais éviter de contaminer mes proches.
Et donc c'est par cet effort plutôt de solidarité, par la réflexion que l'on vit dans une société où on est tous ensemble, c'est ça qui a fait la décision. Et je pense que les personnes qui hésitent devraient penser un peu plus à leurs proches et aux gens qu'ils côtoient, qu'ils connaissent ou parfois qu'ils ne connaissent pas, dans une entreprise ou dans un magasin. La vaccination n'empêche pas forcément la contamination. Oui, mais elle la réduit énormément. Et ça dépend des variants. C'est que votre analyse est bonne, sauf que en septembre, s'il y a d'autres variants qui apparaissent, eh bien, on sera confronté à d'autres situations. Aujourd'hui, le variant Delta semble pouvoir contaminer à l'extérieur sur les terrasses de bars. C'est pour ça que ça a changé. Si le variant Delta ne contaminait pas à l'extérieur, eh bien, on n'aurait pas de passe sanitaire sur les terrasses de bars, par exemple. Donc la situation, la réponse politique et sanitaire, elle dépend aussi et surtout et principalement de la situation sanitaire et du type de variant qui se développe dans le pays. Et on tourne dans les rues de Paris, puisque ça y est, enfin, le cortège qui s'était lancé du métro Villiers est arrivé à son point de destination, place de la Bastille. C'est là que l'on vous retrouve. Nos reporters, vous êtes sur place pour BFM TV. Et donc, les manifestants sont arrivés au point d'arrivée avec ces tensions sporadiques en fin de cortège. Oui, exactement. Le gros de ce cortège est finalement arrivé sur la place de la Bastille. C'est un final de cette mobilisation à l'appel des Gilets jaunes avec des incidents qui ont émaillé cette manifestation qui s'était plutôt bien déroulée depuis le début. Quelques tensions qui sont survenues, notamment lorsqu'on est arrivé au niveau de la place de la République, où là le cortège s'est totalement dispersé sur cette place qui est très grande, très importante, très vaste. Et à ce moment-là, eh bien, des éléments perturbateurs vêtus de noir sont compris aux forces de l'ordre et inversement. Il y a eu des jets de projectiles d'un côté, des jets de gaz lacrymogène de l'autre, quelques dégradations de mobilier urbain, de panneaux d'affichage. Et puis on a constaté aussi quelques blessures légères au visage sur certains manifestants, des blessures aussi côté forces de l'ordre. Voilà ce qui a pu se passer durant cette dernière demi-heure. Là, pour le moment, le cortège est bien arrivé sur cette place de la République où les slogans ont repris, les chants également. Donc, beaucoup de monde qui va se concentrer sur cette place de la Bastille où l'heure de la dispersion va également approcher. Donc, il va falloir voir comment la situation évolue ici, comment cette dispersion va se passer et puis comment va se terminer finalement cette manifestation qui, on va dire, de façon générale, eh bien, c'est plutôt bien déroulé aujourd'hui. Merci beaucoup, Jedza. On attendra bien sûr les chiffres de la mobilisation qu'on devrait connaître en fin de journée. On rappelle que selon le ministère de l'Intérieur, il y avait un peu plus de 160 000 personnes qui étaient rassemblées samedi dernier partout en France. Alors c'est beaucoup quand même parce qu'on est en plein cœur de l'été. Là, on est aujourd'hui le 31 juillet. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que ce mouvement va s'ancrer durablement ou est-ce qu'aujourd'hui, on assiste finalement à un baroud d'honneur ? Alors je pense qu'il faudra voir quels seront les chiffres de la mobilisation ce soir, mais ce qui est certain, c'est que ce pass sanitaire, il cristallise en fait un certain nombre de tensions, un certain nombre aussi d'éléments qui sont là dans la société, qu'on a vu s'exprimer au moment de la crise des Gilets jaunes, qu'on a vu s'exprimer l'été dernier quand il y a eu à de nombreuses reprises des forces de l'ordre qui ont été ciblées. Et finalement, c'est très juste ce qui était dit tout à l'heure, c'est que au moment des Gilets jaunes, on a répondu aux causes conjoncturelles. Effectivement, il y avait des revendications. Qu'on soit d'accord ou non avec ce qui a été mis en place, il y a eu un plan de 19 milliards d'euros pour répondre, la prime d'activité, la CSG, etc. Mais on n'a pas répondu au moment des Gilets jaunes aux causes structurelles qui n'ont pas cessé de perdurer et qui sont là dans la société française depuis plus de 30 ans. C'était dit très justement, la crise de confiance démocratique. Moi, j'étais la semaine dernière à l'une des manifestations comme observateur et les gens qui étaient là n'étaient pas là uniquement pour contester le pass sanitaire. J'allais dire même, c'était une minorité. Ils disaient, parce que c'est le gouvernement qui nous le dit, on ne veut pas le faire. C'est bien qu'il y a une crise de confiance démocratique, ce que moi j'appelle une crise des consentements à l'autorité de l'État. Et il y a un certain nombre d'autres éléments qui expliquent ces manifestations-là et qui pourraient, mais il faudrait voir ce que ça donnera les semaines suivantes s'il y a encore des manifestations, cristalliser ou en tout cas amener à ce que ce mouvement grossisse et rejoigne les Gilets jaunes. Le fait qu'il y ait aussi une crise de la citoyenneté, vous disiez tout à l'heure, on se vaccine pour soi-même et pour les autres et il faudrait qu'on se rende compte qu'on est une société. Oui, mais aujourd'hui, en fait, dans la société, elle est fracturée, elle est fragmentée parce qu'on sort d'une pandémie qui a mis à rude épreuve à la fois nos vies quotidiennes. On a tous renoncé, on a tous consenti à des restrictions, le confinement. On peut comprendre que certains n'en aient pas envie. Le masque, quand on le portait pour soi, mais aussi pour les autres. Le vaccin, on le fait pour soi, mais aussi pour les autres. Il y a ce sens du commun qui a plus ou moins disparu. Le fait que aussi le sentiment de ne pas être entendu par les politiques, le fait qu'on ne se sent pas représenté aussi.
et tout cela, vous vous en rendez compte quand je le dis, ça n'est pas le fait que de la majorité actuelle, c'est une tendance de fond qui existe dans la société depuis plus de 30 ans, et le papier du Monde était mentionné tout à l'heure, il y a aussi des fractures territoriales très fortes, sur la question de l'insécurité aussi, le fait qu'il y ait des violences dans la société, peut-être légèrement plus qu'avant, elles viennent aussi d'endroits où on n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire de territoires ruraux, de territoires périurbains. Et donc ce pass sanitaire-là, au moment où il arrive, c'est-à-dire à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, il y a un enjeu politique absolument majeur parce qu'il révèle quelque chose qu'on n'a pas vu ou que les politiques de ces 30 dernières années ont refusé de voir. Donc que les oppositions politiques se saisissent de cette question, tant mieux, mais je crois que là-dessus, il y a la nécessité que tous les dirigeants politiques, quelle que soit leur couleur politique, qu'ils soient au gouvernement ou qu'ils soient dans les oppositions, se saisissent de cette question-là. Je le disais parce qu'on est à moins d'un an d'une échéance démocratique majeure et que, au-delà même de la question sanitaire, ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'on est encore une société et est-ce qu'il y a encore un sentiment de, alors le mot est galvaudé, de vivre ensemble. C'est ça qui est en jeu dans ces manifestations-là et je pense que c'est la raison pour laquelle les politiques y seront très attentifs. Autant de messages qui sont donc envoyés notamment à Emmanuel Macron depuis son lieu de villégiature au fort de Brégançon avec toutes ces manifestations. Il n'y a pas que Paris qu'on a suivi il y a encore quelques minutes. Il y a aussi beaucoup de villes en région. Vous voyez notamment ces images de nos reporters avec des manifestations à Montpellier. On va les voir, voilà, Montpellier ou encore à Marseille où on connaît désormais le chiffre selon la préfecture de police, 4800 participants se sont mobilisés dans la cité phocéenne contre ce pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire pour certaines professions. Voilà pour les chiffres qui petit à petit commencent à arriver sur cette mobilisation de ce 3e samedi consécutif dans 150 villes aujourd'hui de France. Et on va continuer bien sûr à vivre ces manifestations effectivement dans plus de 150 villes du pays avec notamment ces manifestations à Paris. Vous voyez ces images en direct. Le cortège qui est parti tout à l'heure de Villiers, du métro Villiers, qui est en train d'arriver place de la Bastille. C'est un cortège qui rassemble notamment beaucoup de gilets jaunes. On revient sur ces manifestations avec nos reporters et nos invités en plateau. À tout de suite. What makes you feel alive? Alive, the feminine fragrance by Boss. C'est moi. Déconcentre pas papa mon chat. Arrête. Regardez-moi. Regardez-moi. C'est moi. Arrête. Papa, c'est ma voiture. Et moi. La limonade qui fait pétiller les Français. Un projet de portail, de la conception à l'installation, les experts Chopé donnent vie à vos idées. Chopé, spécialiste des portails automatisés. Comment manger équilibré pour perdre du poids? Comment bien proportionner ses repas pour mincir? Vous avez raison de vous poser des questions. Il est important de se préoccuper de sa forme et de sa santé. Eh bien, pour perdre du poids, la solution c'est Comme J'aime. Et oui, avec Comme J'aime, vous mangez de bons plats équilibrés et déjà proportionnés. Alors si vous voulez perdre du poids, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Maxwell House Qualité Filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Tout commence ici, avec un pot rempli de possibilités. Le changement commence avec du luxe Valentine. On peut gagner de la hauteur, gagner en maillot. Gagner pour ses couleurs, gagner pour son drapeau. On peut gagner sur un tapis, gagner sous l'eau. Gagner dans un rouleau, gagner à Tokyo. On peut gagner avec ses tripes, gagner en transe.
Gagner pour le titre. Gagner pour la France. Tous avec les Français des Jeux pour faire gagner le sport. FDJ, partenaire officiel. Et voir la France gagner. Découvrez l'alliance parfaite. Les arômes incomparables d'un café fraîchement moulu. Capturé par la technologie L'Or Aromalock. Pour un plaisir intense. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Avec Total Energy, c'est simple de maîtriser sa consommation. C'est pas... Soyez alertés et suivez votre consommation d'énergie en temps réel avec la clé ConsoLive. Souscrivez au 3099 ou sur totalenergy.fr. Ah, les gens parfaits. Les gens parfaits ont des dents parfaites, des corps parfaits et des enfants parfaits. Le seul problème des gens parfaits, c'est qu'ils n'existent pas. Et c'est pour ça que nos SUV existent. En ce moment, le T-Roc est à partir de 249 € par mois. Volkswagen. 17h30, bientôt sur BFM TV, à la une de votre journal. Ce 3e samedi consécutif de mobilisation à Paris, mais aussi dans le reste des régions françaises contre le pass sanitaire notamment. Mobilisation dans 150 villes au total, très encadrée dans la capitale. Les chiffres de la mobilisation qui tombent au compte-gouttes. 4800 participants à Marseille, seulement 550 de plus que samedi dernier. Nous continuons évidemment de suivre ces mobilisations avec nos reporters sur place et nos invités en plateau. La fin de l'alerte enlèvement qui avait été activée ce matin, le petit Douine, 8 ans, et son père qui l'avait enlevé dans les Côtes-d'Armor ont été retrouvés vivants et en bonne santé au sud de Lannion par les gendarmes. Le père a été placé en garde à vue. Et ce chiffre 19, c'est le compteur des médailles françaises aux Jeux Olympiques de Tokyo pour cette journée qui continue, un compteur qui continue de progresser tranquillement. La plus emblématique aujourd'hui, médaille, c'est cette or olympique en judo par équipe mixte, l'or remporté face aux très redoutés japonais qui combattaient dans leur pays. Et donc c'est mobilisation un peu partout en France cet après-midi que nous continuons de suivre pour vous. Direction Paris avec l'une de celles qui est regardée peut-être de plus près par les autorités. Elle est partie du métro Villiers, direction Bastille. Et ça y est, le plus gros du cortège est arrivé à destination. C'est ce que vous nous confirmez sur place. Nous sommes avec nos reporters BFM TV. Une mobilisation qui a été émaillée de quelques tensions en fin de cortège. Oui, exactement. Des tensions qui sont survenues de façon sporadique au moment d'arriver sur la place de la République, un petit peu avant la place de la Bastille, notamment entre des éléments perturbateurs. C'est le risque que ces éléments intègrent ces manifestations de Gilets jaunes, que ce noyau dur de la mobilisation en bien fasse son retour. Ça a été le cas aujourd'hui avec ces tensions entre ces éléments vêtus de noir et les forces de l'ordre. À plusieurs reprises, ça a dégénéré, notamment boulevard de Magenta. Au niveau de la place de la République également, où le cortège s'est généralement dispersé sur cette grande place. On a vu certaines dégradations sur du mobilier urbain, sur des panneaux d'affichage, quelques manifestants qui avaient été légèrement blessés au visage, pris en charge par les Street Medics dans cette manifestation, et aussi des forces de l'ordre qui ont été blessés, qu'on a vu à terre à ce moment-là. Pour le moment, à l'arrivée de cette manifestation place de la Bastille qui a l'air de bien se dérouler avec des manifestants qui ont entonné des chants, des Gilets jaunes ou encore des chants liberté qu'on a plusieurs fois entendus tout au long de ce cortège. Les forces de l'ordre ont également bloqué toutes les avenues qui partent de cette place de la Bastille, puisque l'heure de la dispersion va aussi approcher. Donc tout est fait pour que cette manifestation se termine dans le plus grand des calmes. On va voir si ce sera le cas, même si avec ce type de manifestation, il y a toujours le risque qu'en fin de journée, ça soit toujours un petit peu compliqué à gérer.
Merci beaucoup. Il est important aussi, on voulait le dire, on l'a dit plusieurs fois cet après-midi, de signaler que le travail de nos équipes sur le terrain est à nouveau difficile cet après-midi. Plusieurs de nos journalistes n'ont tout simplement pas pu faire leur travail car ils ont été pris à partie et menacés par certains manifestants. C'est important de le rappeler, de le souligner. Guillaume Fard, on va faire un point avec vous. Il est un peu plus de 17h30 sur la situation, notamment dans ce cortège qui est très scruté par les autorités, qui arrive donc place de la Bastille, fin de manifestation et c'est toujours un moment délicat. Oui, effectivement, si on rebalaye tout l'après-midi, des cortèges, il y en avait 4 en réalité. Nous, on en a suivi plus particulièrement un, qui est celui qui est parti de la place Villiers jusqu'à la place de la Bastille, qui était aussi celui qui était le plus particulièrement suivi par la préfecture de police de Paris ou considéré comme plus particulièrement à risque, et qui a concentré d'ailleurs davantage de policiers et gendarmes pour la sécurité des manifestants. Un cortège qui a eu du mal quand même à progresser tout au long de l'après-midi. D'abord, dès 14h, il y a eu des tentatives de départ en cortège sauvage qui ont nécessité l'intervention des policiers et gendarmes. Ensuite, le cortège est parvenu jusqu'à la place de la République. Place de la République, il y a eu des affrontements entre policiers et manifestants. Il y a eu quand même plusieurs policiers blessés, notamment un CRS qui a été blessé au visage, qui a dû être évacué, alors même que des manifestants violents tentaient de blesser ses collègues qui lui prêtaient assistance. Et ensuite, le cortège a pu repartir de la place de la République pour gagner enfin la place de la Bastille. Maintenant, la dispersion est prévue pour 19h. La préfecture de police de Paris fait savoir via son compte Twitter officiel que les manifestants qui souhaitent quitter la place de la Bastille peuvent d'ores et déjà le faire via la rue de Lyon, qui est une rue qui n'est pas bloquée par des policiers et gendarmes, qui est vraiment l'axe d'évacuation de la place de la Bastille et qui conduit d'ailleurs vers le métro gare de Lyon pour pouvoir ensuite quitter le cas échéant la capitale en empruntant les transports en commun. Mais le moment de la dispersion est toujours un moment un peu critique, donc qui va être suivi plus particulièrement, bien évidemment, avec en dernier lieu peut-être un tout dernier risque qui est celui de rassemblement spontané, voire sauvage, dans l'ouest parisien, là où il n'était pas permis de manifester aujourd'hui, notamment sur cette avenue des Champs-Élysées. C'était la tentative de la semaine dernière, c'est ce qui était redouté. Pour l'heure, le bilan que l'on a, c'est un bilan qui est encore un petit peu incomplet. On a le chiffre de 3 policiers blessés qui décide d'être consolidé. On n'a pas encore le nombre de blessés côté manifestants. On n'a pas non plus à cette heure le nombre de participants à la manifestation de Paris et puis à l'ensemble des manifestations sur le territoire national. Des données qui ne vont pas tarder à arriver d'ici la fin de l'après-midi, mais voilà, effectivement, ce bilan dont on dispose à présent, c'est le nombre provisoire de 3 membres des forces de l'ordre blessés. C'est une mobilisation, celle-ci, qu'on a suivie particulièrement en direction de la place de la Bastille, qui était majoritairement composée de gilets jaunes. William T, est-ce que c'était l'occasion pour eux, ce samedi, encore une fois, d'essayer de relancer tant bien que mal ce mouvement ? En fait, la crise sanitaire a provoqué ce que nous on appelle un gel démocratique. En fait, de mars 2020 à globalement, il y a quelques semaines, à l'occasion des élections régionales, on assistait à une parenthèse de tous les grands débats sur les questions économiques, sociales, démocratiques, régaliennes, etc. Donc en fait, les gilets jaunes, depuis, il faut se rappeler qu'au début de la crise sanitaire, le gouvernement essaie de faire passer sa fameuse réforme des retraites, à la fois systémique et paramétrique. Et on est plutôt dans des phases de manifestation et de négociation entre les syndicats et le gouvernement. Et toute cette parenthèse-là et tout ce qu'on appelle le gel démocratique, en fait, on n'a rien eu du tout. Et du coup, les gilets jaunes se sont saisis de la première occasion pour pouvoir manifester sur la première phase plutôt clivante, qui est la question du pass sanitaire. Et puis surtout que les revendications profondes des manifestants du pass sanitaire regroupent ont les mêmes causes, même s'ils n'ont pas les mêmes revendications, ils ont plutôt les mêmes causes. Je parlais de la fracture sociale, la fracture territoriale et la fracture démocratique. Donc les gilets jaunes se sont saisis, ils vont se saisir de la prochaine manifestation, notamment sur la question de l'assurance chômage, éventuellement sur la question de la réforme des retraites si elle est remise à l'ordre du jour par le gouvernement. Donc en fait, ils vont saisir de toutes les occasions jusqu'à l'élection présidentielle pour faire tomber ce qu'ils considèrent comme leur ennemi absolu, qui est Emmanuel Macron. La difficulté maintenant pour Emmanuel Macron, il est double. Que les manifestations baissent en termes de densité, comme il a réussi à le faire lors des Gilets jaunes. Donc ça, il peut le faire, comme on a le parallèle il y a 3 ans, à l'occasion d'annonces de mesures de politique publique. Soit, comme je l'ai dit, soit en retirant une partie des mesures du pass sanitaire si la situation sanitaire va mieux, soit en passant par la question de la vaccination obligatoire parce qu'elle conduira à plus d'égalité entre les citoyens. Deuxième élément, c'est surtout éviter la question des violences. En fait, si Emmanuel Macron arrive à quelques mois de l'élection ou à quelques semaines de l'élection présidentielle avec ce que la chienlit dans les rues, il risque d'être battu parce qu'il sera plus l'homme qui assurera l'ordre, alors que c'est comme ça qu'il avait battu notamment et convaincu les électeurs des Républicains à lâcher François-Xavier Bellamy en 2019 pour sa liste
socialiste menée par Nathalie Loiseau en 2019. Donc c'est à partir de ces deux enjeux qu'il sera éventuellement réélu président de la République. Bruno Fuchs, on voit effectivement qu'à travers ces mobilisations, c'est une opposition à la politique générale du gouvernement et également à l'encontre du président de la République Emmanuel Macron. Qu'est-ce que selon vous le président peut améliorer qu'il n'a pas bien fait, suffisamment bien fait pour mettre ces gens dans la rue aujourd'hui? D'abord, ce qui peut être amélioré pour répondre directement aux manifestants, c'est la situation sanitaire. C'est quelque chose qu'on a très bien fait, je pense. Je vais venir à votre question, je ne vais pas la esquiver, mais ce qu'on a très bien fait, c'est le volet économique. En tout cas, avec des résultats qui sont quand même, on en parlait tout à l'heure, importants. Le chômage a baissé depuis 2 trimestres à présent, alors qu'il y a un an, on pensait qu'il y avait une crise sociale absolument phénoménale en septembre 2020. Donc ça, c'est un plan sur lequel on a vraiment bien réussi, avec beaucoup de résultats économiques, ce qui veut dire de l'emploi à la clé, notamment pour les gens qui sont aujourd'hui en France et qui ont un emploi alors qu'on pensait qu'ils pourraient ne pas en avoir. Ça, c'est une première chose qui a été bien réussie. La question sanitaire, je pense quand on voit le Brésil, quand on a vu les États-Unis, au Brésil, il y a 500 000 morts. Donc on est quand même dans une situation extrêmement différente. Et je pense que la question sanitaire, avec les mesures qui ont été prises et le pass sanitaire, va s'améliorer, elle va revenir sous contrôle. Et là, on aura une partie des objets de manifestation qui vont disparaître puisque on aura réglé une partie de la question sanitaire. Alors sur votre question, que je n'ai pas esquivé, je pense qu'on a déjà abordé cette question tout à l'heure dans la demi-heure précédente. Je pense que après avoir eu plusieurs crises importantes, les gilets jaunes, même si on y a répondu, cette crise a existé, elle a marqué le pays, elle le marque encore aujourd'hui. On a eu la crise des retraites, on a eu la SNCF également, qui a été 3 ou 4 mois de combats dans les rues extrêmement violentes, avec même un hiver, Noël, Nouvel An, dans lequel le pays a été en grève. Donc on a quand même vécu des moments. Eh bien aujourd'hui, je pense que le gouvernement et le président de la République, qui a été élu sur une capacité à transformer, on voit qu'il a toujours cette capacité-là et qu'on le fait plutôt bien, il doit rajouter à sa palette la protection et donc la capacité à rassembler. On a besoin de rassembler, notamment dans la période électorale qui s'annonce, et pas forcément à stigmatiser. Et donc il y a des phrases qui ont été prononcées, la réforme des retraites par exemple, je pense qu'elle n'est pas nécessaire parce qu'elle va cliver. Voilà, quand on interprète ce qu'a dit Elisabeth Borne sur le licenciement possible après la loi passée à l'Assemblée la semaine dernière, eh bien c'est clivant. Voilà, cette loi qui a été votée à l'Assemblée ne permet pas de licencier jusqu'au 15 novembre en tout cas quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Elle a commis une erreur selon vous? Non, mais je pense que c'était mal interprété, puisque le lendemain, quand elle va sur RMC pour expliquer exactement ce qu'elle dit, eh bien, personne ne reprend ce qu'elle dit sur RMC. On prend plutôt la première version qui a été mal interprétée, à mon avis. Mais cette loi, en tout cas, elle ne permet pas de licencier quelqu'un qui ne devrait pas se faire vacciner. Ça, jusqu'au 15 novembre, en tout cas, et après, elle sera rediscutée à l'Assemblée nationale. Donc, c'est des postures dans lesquelles on cherche à cliver. On a suffisamment de sujets qui ont clivé et qui sont clivants pour aujourd'hui chercher des discours beaucoup plus rassembleurs et donc de la pédagogie et du rassemblement. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux et ce que l'on a fait, je pense, insuffisamment depuis 4 ans. Jad Zahab, au regard des images de ces mobilisations de cet après-midi, comment est-ce que Emmanuel Macron, depuis le fort de Brégançon, peut-il imaginer justement rassembler ces populations qui étaient dans la rue ? Alors c'est une très bonne question et il faudrait des mois pour répondre. En tout cas, si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Ce qui est certain, c'est que comme chef de l'État, il a une responsabilité qui est de garantir la paix sociale, ou en tout cas de faire en sorte que la situation ne dégénère pas. Ensuite, moi je suis très surpris de voir que les oppositions politiques, on ne les entend pas. On parlait de la droite républicaine tout à l'heure. Alors on a bien compris que la campagne présidentielle avait commencé, mais on n'entend pas les oppositions face à cette situation sanitaire. Bon, le président et le gouvernement n'ont pas besoin de soutien particulier, ils n'ont pas besoin d'aide. Mais ça aurait été intéressant de voir que cette question sanitaire permet de rassembler. Il y a eu une unité nationale au Parlement sur le vote du texte de loi, mais on n'entend pas les grands chefs d'opposition dire que ce pass sanitaire, c'est sans doute pas la solution rêvée, mais c'est une solution qui peut nous permettre d'éviter le pire. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que le vaccin est devenu un objet politique. C'est-à-dire que, encore une fois, j'étais la semaine dernière dans ces manifestations pour voir, et les gens nous disaient, aujourd'hui, si je me fais vacciner, c'est que je suis pro-Macron. On a l'impression que quand on se fait vacciner,
c'est un acte d'adhésion au gouvernement, et donc, à l'inverse, que refuser le vaccin, c'est un acte politique pour dire je suis contre le gouvernement. Il faut quand même expliquer, pour celles et ceux qui ont eu dans leur entourage des gens qui ont vu et connu la Covid, quand on se fait vacciner, c'est surtout pour se protéger et protéger les autres. Ça, c'est un vrai sujet. Et le troisième sujet, sur la question des libertés, il y a un glissement dans la société entre les libertés individuelles et les libertés fondamentales. Et je pense qu'il faut que nos politiques réussissent à faire preuve d'un peu plus d'humilité et de clarté. Vous parliez d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'elle a fait une faute? Je n'en sais rien. En l'occurrence, elle n'a pas été claire. Et ce qui n'est pas clair aujourd'hui nourrit la contestation. On ne consent qu'à ce que l'on comprend. Et sur les libertés, moi, il fut un temps, quand j'étais à l'école, on m'apprenait la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, il faut réussir à expliquer qu'aujourd'hui, ce que nous demande ce pass sanitaire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre d'ailleurs, c'est est-ce que nous sommes prêts individuellement à renoncer à un peu de liberté individuelle, renoncer de manière proportionnée et de manière ciblée dans le temps, hein, pas de manière illimitée, pour préserver des libertés collectives. C'est le vrai sujet. Et puis, sur ce texte-là, parce que le texte de loi a été adopté par le Parlement, il est examiné par le Conseil constitutionnel le 5 août. Il y aura un avis qui sera donné à ce moment-là et éventuellement une entrée en vigueur le 9 août. Il y a un cas dans l'histoire où le président de la République a refusé de promulguer une loi qui a été adoptée. C'était la loi sur le contrat première embauche. C'était Jacques Chirac qui était président de la République. Il y avait eu à l'époque beaucoup de manifestations et le président, même si le texte avait été adopté, il ne l'avait pas signé. Je ne pense pas que nous serons dans ce cas-là, tout simplement parce que il y a une épidémie qui prend le dessus. Et pour terminer en quelques mots, vous mentionniez tout à l'heure le fait que des équipes de journalistes aient été prises à partie. Alors on ne peut que leur affirmer notre soutien, mais c'est un symbole, un triste symbole de ce que la désinformation aujourd'hui dans le pays est à l'œuvre. Et pour terminer, je dirais qu'on est face à une double pandémie en ce 31 juillet. Une pandémie des non-vaccinés, parce qu'on a bien compris que c'était les personnes non vaccinées qui avaient plus de risques de le transmettre, mais surtout, et peut-être même plus importante, une pandémie de la désinformation. Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est cette désinformation-là qui est à l'œuvre et qui peut produire de la violence dans la société. On va repartir au sein de l'un des cortèges, on le rappelle, hein, qui est parti tout à l'heure de Villiers, direction la place de la Bastille. On va retrouver notre reporter sur place. La dispersion a bien commencé puisque une bonne partie des manifestants est partie désormais. Oui, en tout cas, cette place de la Bastille se vide petit à petit, puisque les forces de l'ordre se sont positionnées de sorte à ce qu'il n'y ait qu'une seule avenue qui soit accessible pour les manifestants pour pouvoir sortir, pour pouvoir prendre le métro. Donc petit à petit, cette fin de manifestation va commencer à se faire. Ça se fait très bien. Là, pour le moment, il reste sur place des personnes avec un gilet jaune. Ce sont eux qui étaient à l'origine de la manifestation. D'autres profitent également des soignants, des retraités qu'on a beaucoup vus dans ce cortège, parce qu'il ne faut pas l'oublier, même s'il y a eu des tensions, notamment sur la fin de cette manifestation aux abords de la place de la République avec un groupe d'éléments perturbateurs. La manifestation s'est quand même déroulée une bonne partie dans le calme, avec des manifestants qui avaient besoin de revendiquer un message, de porter un message, ce message de liberté. On l'a beaucoup entendu depuis ce rassemblement à 10h, liberté, parce qu'ils estiment que le pass sanitaire, cette extension et puis l'obligation vaccinale pour les soignants, ça porte atteinte à leur liberté selon eux. Après une crise sanitaire qui a été difficile à vivre pour tout le monde, ils veulent avoir le choix. On entend pas mal aussi ici de la part des manifestants. Donc pour le moment ici, place de la Bastille, tout se déroule très bien. On va suivre comment ça évolue, puisque la dispersion officielle va débuter à 19h et les manifestants devront avoir quitté cette place. Précision en direct de la place de la Bastille où l'un de ces 4 cortèges parisiens est donc arrivé. En tout cas pour l'essentiel des participants. Il y avait donc des manifestations à Paris. Il y en avait dans 150 autres villes de France cet après-midi. Vous voyez ces images de Lyon ou de Marseille encore, où ces personnes se sont rassemblées pour dire non notamment au pass sanitaire généralisé ou encore à l'obligation vaccinale pour certaines professions. Marseille où 4800 personnes, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, se sont rassemblées. À peine 550 personnes de plus que samedi dernier. Voilà pour les manifestations contre les lois sanitaires qui ont été votées par le Parlement cette semaine. Dans l'actualité de ce samedi, il y a également la fin de l'alerte enlèvement après la disparition de Douy, 8 ans, enlevé par son père à Lannion, dans les Côtes-d'Armor. L'enfant et son père